Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule pour vous, que vous nous suiviez ici en direct sur Twitch ou même en diffusion, que ce soit sur YouTube ou en podcast, puisqu'on est absolument partout, vous le savez. Aujourd'hui, on va parler archéologie de la piraterie et pour ça, je reçois Jean Soula qui est docteur en archéologie avec de multiples casquettes. Il est spécialiste des objets manufacturés en métal et en os. Il a consacré sa thèse au mobilier mérovingien dans le sud-est de l'Angleterre et il est directeur du programme de recherche archéologie de la piraterie. Donc ça fait quand même pas mal de cordes à son arc. Il est également responsable de l'étude de la culture matérielle du laboratoire Landark. Mais pour aujourd'hui, c'est sa casquette donc d'archéologue spécialiste de la piraterie des XVIIe et XVIIIe siècles qui va nous intéresser. D'ailleurs, il a publié pas mal d'ouvrages sur le sujet. Des articles aussi, comme Pirate par exemple. Un archéologue révèle la véritable histoire des princes des mers en 2023, mais aussi eh bien, la grande histoire pop des pirates qui sort voilà, ce 17 octobre, que j'ai eu la chance de pouvoir préfacer d'ailleurs. Voilà, dans 2 jours, au moment où on fait ce live, il sera dispo. Il a aussi dirigé donc, une mission archéologique sur l'île Sainte-Marie à Madagascar durant l'été 2023, et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est hyper intéressant. Salut Jean. Salut à tous, salut Ben. Bon, ensemble on a déjà fait quelques trucs sur la piraterie. D'ailleurs, je spoil d'entrée, mais le prochain livre collectif de Nota Bene, ça sera sur la piraterie et bien évidemment tu feras partie de l'équipage. Avec grand plaisir, ouais, on va essayer de s'occuper de ça durant les prochains mois. Bon, en tout cas, c'est vrai que ensemble on a pu aborder différents aspects de la piraterie déjà sur la chaîne YouTube ou même ici en podcast et en entretien. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est un cas pratique, c'est ton cas pratique, à savoir la mission archéologique que tu as pu mener à Madagascar. Mais avant ça, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous redire un petit peu rapidement comment t'es venu cet amour finalement de la piraterie quand t'étais gamin déjà, est-ce que tu chassais, je sais pas, ton frère ou ta sœur à coups de crochet? Un coup de crochet ou un coup de sabre. Oui, alors en fait, moi j'étais passionné par la recherche et la science déjà. L'archéologie a été une conséquence finalement quand j'ai pu mener ces études-là. Mais comme beaucoup des auditeurs, je pense comme toi aussi, on a tous été emballés par ces documentaires archéologiques, mais aussi par toutes ces œuvres de fiction qui tournaient autour des pirates. À la fois des romans d'aventure, évidemment l'illustre Robert Louis Stevenson avec son Île au trésor, qui a été à de multiples reprises adapté en film, dessin animé, bande dessinée, etc. Enfin, c'est assez dingue tout ce qu'il a pu associer et être livré par rapport à ce roman-là, qui est publié en 1883 pour la première fois. Et aussi, dans le cadre de l'archéologie, c'est déjà à l'époque quand même, j'ai toujours aimé voyager, partir dans ces frontières, ces îles un petit peu chaudes du globe, voilà, où on pouvait éventuellement explorer à la fois des épaves de bateaux, mais aussi découvrir ces modes de vie un peu particuliers, que ce soit dans les Caraïbes, mais aussi dans l'océan Indien. Et puis, on a un auteur qui fascine tout le monde, un auteur de bande dessinée, qui est Hergé, avec son double album de Tintin. Moi, ça a été quand même une révélation à l'époque. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui berce l'imaginaire de l'enfance, avec cette expédition qui est derrière, une expédition comme c'était à l'époque, mais ça montre aussi l'évolution de l'archéologie qu'on a depuis cette période-là. Et puis, il y a à la fois le côté historique avec voilà l'histoire qui est racontée par le capitaine Haddock, et puis finalement les recherches qui ont, et où on a encore ce tournesol qui est là pour examiner sur le bateau les objets qui sont remontés au fur et à mesure. Enfin, c'est ça en fait. Il y a une part de l'archéologie dans ce double album là qui est génial. Il y a la quête évidemment de la recherche du trésor, parce qu'on va évidemment bien sûr encore en parler. On peut pas dissocier la figure du pirate populaire et son trésor. Mais voilà, donc c'est tout ça qui a fait que j'ai eu envie vraiment de m'intéresser. Après, il y a eu un biais de la recherche aussi. En France, très peu on en reparler, mais très peu de chercheurs travaillent sur cette thématique de recherche. Et donc, ça m'a donné envie aussi de monter quelque chose avec plusieurs de mes collègues. Tu nous parles beaucoup de culture pop, on sent que ça te tient à cœur, et du coup, alors c'est pour ça que je rebondis là-dessus aussi avant d'enchaîner dans le vif du sujet, mais que tu as voulu sortir cette histoire pop des pirates, là? Oui, voilà, donc qui paraît
cette semaine, jeudi, aux éditions Erol, et je remercie d'ailleurs les éditeurs qui m'ont fait confiance, Alexandre et Elisabeth, sur ce sujet-là, parce que au départ on avait un autre projet, puis on est parti sur celui-là, et c'est quand même ce qui berce l'imaginaire collectif, c'est ce qui intéresse tout le monde. C'est cette figure du pirate, on la voit partout. Elle est surreprésentée, elle défie toute concurrence. On est quand même sur des bonhommes qui sont, en tout cas, vus comme étant des meurtriers, voilà, qui ont une vie loin d'être simple, etc. Et finalement, on en a fait quelque chose de totalement différent et qui fait rêver en plus. C'est ça qui est quand même assez dingue. Enfin, on a tous des enfants, en tout cas pour ceux qui en ont, qui se sont déguisés à un moment en pirate, avec les clichés qui sont autour, le crochet, le perroquet, le cache-œil, la jambe de bois. Et en fait, on se rend compte que en partant de l'histoire des pirates, qui est déjà commentée et écrite, alors que c'est contemporain du phénomène, en tout cas de l'âge d'or, parce que faut quand même le préciser, parce qu'on va encore avoir des questions qui nous disent, vous parlez toujours de l'âge d'or de la piraterie. Oui, bah, je suis désolé, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est travailler sur cet âge d'or de la piraterie. On le rappelle, entre 1680 et 1730, et donc à la fois dans les Caraïbes et dans l'océan Indien. Et donc, bah, cette pop culture-là, évidemment, elle est tournée aussi sur cette figure du pirate durant cet âge d'or-là. Et on a des récits contemporains au XVIIIe siècle qui parlent de ces pirates, dès la fin du XVIIe siècle même, et qui ensuite sont repris par plusieurs auteurs, notamment Robert Louis Stevenson, Son île au trésor, qui vont être ensuite illustrés, d'ailleurs je l'explique dans le livre en introduction notamment, illustrés par la peinture, qui va avoir un rôle majeur dans la vulgarisation de la figure du pirate. Et cette peinture d'ailleurs va même être prise sur les premiers tournages de films hollywoodiens. On sait que pour mettre en scène leur scène d'abordage, de tournage avec Errol Flynn et d'autres films américains des années 30 et 40, les peintures d'Howard Pyle notamment, peintre américain du début du XXe siècle, vont être prises, vont être affichées en fait sur les lieux de tournage pour reprendre un peu cette atmosphère. Donc on a cette influence qui est lancée à ce moment-là. Évidemment, avec le cinéma, ça explose. Ensuite, évidemment, il y a la bande dessinée, certains films de jeunesse. On aura bien sûr les jeux vidéo qui vont finir de planter le clou. Et puis, je pense que la plus grande apothéose, c'est One Piece, avec cette quête du trésor et cette bande de jeunes pirates qui vulgarise encore plus le phénomène dans les années fin 90, début 2000. Et puis ensuite, évidemment, la franchise Pirates des Caraïbes. On a voilà, finalement, trois personnages qui vont, et je finirai là-dessus, trois personnages qui vont planter le décor de ces pirates. Enfin, quatre même. Le premier, c'est Long John Silver, de l'île au trésor. Ensuite, on a le capitaine Crochet avec Peter Pan. Vous avez bien plus tard Luffy avec cette personnification du jeune pirate qui sort un peu des idées reçues avec son chapeau de paille, etc. On est quand même dans quelque chose de totalement réinventé, mais qui sort quand même sur une réalité historique, parce que le chapeau, faut pas l'oublier, qu'il est là quand même pour protéger du soleil à bord. Et puis, donc, pas forcément un tricorne ou un bandana, ça peut être un chapeau de paille. Et ensuite, on a Jack Sparrow en 2003, même si évidemment, on avait eu l'attraction de Disney dans les années 60. Et donc, on a ce personnage qui évolue vraiment du pirate. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, vous tapez costume pirate sur Internet, ça va pas forcément être Luffy, ça sera encore moins le capitaine Crochet, ça va être Jack Sparrow qui va voilà prendre la lumière finalement avec une certaine réalité qu'il faut mettre en évidence quand même. Mais voilà, donc on a cette figure et je pense qu'elle fait rêver tout le monde. Enfin, aujourd'hui, on parle encore du Pirates des Caraïbes 6 avec une nouvelle histoire, un reboot. Je pense que tout le monde ira le voir, même si les anciens n'ont pas toujours été tous fantastiques. Mais on a ce côté-là qui marche en fait. Qui est bankable, le pirate fait vendre. Et je pense qu'on n'a pas fini en fait avec les livres sur les pirates, mais c'est vrai que si vous avez envie d'en savoir plus sur les mythes autour des pirates, les clichés autour des pirates, et notamment cette aventure de la pop culture des origines jusqu'à aujourd'hui, bah, achetez ce livre aux éditions Erol, parce que voilà, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire voilà, on pense aussi aux Goonies. Je vois juste derrière là. J'avais dans le chat justement quelqu'un, Vagabond, qui disait oui, et les Goonies alors, parce que c'est vrai que moi, les Goonies, ça a participé à mon engouement pour les pirates. Hein. Bah oui, moi aussi, j'ai le poster dans la chambre d'à côté. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous a tous fait rêver. Je crois que le film date des années 85, 90, j'ai plus la date en tête. Mais voilà, cette quête, ces jeunes qui tombent dans une cave.
dans un grenier sur une carte ancienne avec un doublon perforé qui va amener vers une quête. Enfin, ça nous a tous fait rêver. Enfin, c'est formidable. En plus, il y a d'excellents acteurs qui le deviendront plus tard. En plus, voilà. Donc c'est génial. Enfin, on est dans cette Indiana Jones avec cette bande de gosses qui fonctionne sur fond de trésors pirates. Et à la fin, le galion conservé dans une cave, enfin dans une grotte. Et voilà. Moi, je peux vous dire, j'aimerais bien avoir un galion complet comme ça encore sur les eaux avec toutes les marchandises à bord et le squelette capitaine qui protège son baril avec le trésor au fond. Enfin voilà, ça nous fera, je pense, toujours rêver. Ça n'empêche pas que on peut rêver à travers la réalité scientifique aussi et avoir des éléments complémentaires ou qui viennent aussi casser un petit peu tous ces mythes qui nous entourent aujourd'hui. Alors justement, avant d'aborder cette mission, on va aussi reposer un petit peu les bases. Et d'ailleurs, dans le chat, ça a commencé direct à en parler, les différences entre pirates, entre corsaires, entre flibustiers. Est-ce que tout ça, c'est la même chose ou finalement, c'est différent? Bon, on va pas faire un cours d'histoire parce que c'est pas le but, mais voilà, en quelques mots, pirates et corsaires, historiquement parlant, en fait, sont assez similaires. Ils ont les mêmes types de bateaux, ils ont les mêmes types d'équipage, le même côté cosmopolite, etc. Sauf que la différence, c'est qu'on a des corsaires qui font la course à l'origine, dès le XVIe siècle dans l'espace caribéen, et qui sont là pour piéger des bateaux espagnols. Ils sont associés, d'ailleurs à l'époque on les appelle aussi flibustiers, là où ça peut être un peu compliqué. Corsaires et flibustiers au XVIe siècle, ça peut être pareil, et ils sont associés en fait dans un premier temps à un gouverneur local et évidemment à une royauté, et viendra plus tard au XVIIe, à la fin du XVIIe siècle, ces lettres de marque que l'on connaît aujourd'hui, qui sont en fait le papier stipulant qui sont associés à un pouvoir en place, qu'il soit local ou démobilisé en Europe dans les grandes puissances. Donc en fait, le corsaire, c'est un marin qui est armé, généralement armé avec un bateau et un équipage en Europe, et qui part défendre les intérêts d'une grande puissance. Le pirate, c'est la même chose, sauf que c'est pour son propre intérêt. Il n'a pas de lettre de marque, mais il va avoir son propre équipage. Il peut aussi être armé par des armateurs véreux liés à la contrebande, puisque la piraterie, c'est l'activité interlope. L'objectif, c'est de prendre des navires et des marchandises. On y reviendra après. Et donc là, il bosse pour lui. Voilà. Le flibustier, c'est un peu, parce que finalement le terme forban et pirate est un terme très large, un terme générique. Il inclut aussi les flibustiers qui sont, eux, donc dans un premier temps plutôt corsaires, et qui finalement, dans le courant du XVIIe siècle, vont avoir une activité essentiellement dans la Caraïbe, dans les Antilles françaises, anglaises, etc., et vont être associés vraiment à un pouvoir local qui est un gouverneur. On ne parle plus du roi. On n'a pas forcément de lettre de marque. Là, ces flibustiers-là, ils travaillent vraiment en petit comité, et d'ailleurs, ils ramènent ces cargaisons prises au gouverneur, notamment par exemple sur l'île de la Tortue, et ils peuvent échanger aussi leurs cargaisons et leurs biens avec les boucaniers, qui sont en fait des anciens marins, qui ne sont pas arrivés là par hasard. S'ils se retrouvent dans le coin, c'est qu'effectivement, sur ces îles exotiques des Antilles notamment, on a des anciens flibustiers, des anciens pirates qui se sont installés, qui ont formé une sorte de communauté, et eux, ils ne naviguent plus, ils restent en place, ils exploitent les denrées et les ressources locales, ils montent des petits campements éphémères, ils peuvent suivre en fait aussi des troupeaux, par exemple des cochons sauvages, des bœufs sauvages, etc. Et l'objectif, c'est de faire du troc, du deal avec les flibustiers qui, eux, naviguent pour échanger des biens que les flibustiers, eux, ne vont pas avoir, des biens exotiques, fruits, etc., contre, finalement, eux, les boucaniers, on va récupérer, évidemment, tout ce qu'ils connaissaient en Europe et dont ils n'ont plus accès, donc fusils, rhum, barils de poudre, etc. Donc, on a un troc, en fait, qui se met en place à cette période-là. On est vraiment à la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc c'est une figure qui évolue. Le corsaire du XVIe siècle et le corsaire du XVIIIe siècle va évidemment pas être le même. On va avoir une évolution aussi qui est là. Voilà, s'il fallait un peu résumer en quelques mots ce qu'on pourrait dire sur ces différents mots, termes qui sont utilisés pour finalement nommer ces marins aventuriers. Alors, on a une question dans le chat qui est
ou on va dire complémentaire, mais qui dit le terme moussaillon. Alors la personne qui nous écrit dit: j'ai cru comprendre que ça venait de mousse et plus loin haillon, celui qui avait le vêtement des autres. En gros, c'était le petit bleu qui venait d'arriver et qui faisait des taches ingrates. Tu confirmes? Ouais. Il y a une réalité dans ce qui est dit, tout à fait. On oublie souvent d'ailleurs qu'on a des enfants à bord, enfin des enfants hein, plus ou moins âgés. D'ailleurs, l'archéologie l'a montré. Une des épaves qui s'appelle le Winagali, qui a coulé en 1717 au large du Massachusetts, on a retrouvé une jambe en os, un os de jambe, pardon, avec une chaussure associée d'un enfant de 11 ans. Voilà, donc qui s'appelait d'ailleurs apparemment d'après les archives John King, qui avait été enrôlé aussi dans la marine et après qui était devenu pirate au sein de l'équipage du navire de Samuel Bellamy. Donc on a des enfants qui sont à bord et le terme moussaillon, effectivement, c'est lié le haillon lié au type de vêtements qu'ils pouvaient porter. Au-delà du vêtement qu'ils pouvaient porter des autres, c'est aussi le type de vêtements un peu usagé. Faut imaginer que ces gens-là sont pas riches en fait. Et souvent, ils espèrent le devenir, mais ils ne le deviennent pas. Donc, on a quand même un peu une misère flottante. Quelle que soit la période, au XVIIe ou XVIIIe siècle, on est quand même sur une couche de la société. Et d'ailleurs, c'est là où c'est compliqué, c'est faire vivre tous ces gens-là qui ont quand même une éducation parfois complètement différente, qui sont là aussi parce que on leur fournit le gîte et le couvert. Faut pas oublier, hein, on est quand même dans une misère humaine dans les rues de Bristol, de Londres ou de Paris à cette période-là. Hein. Donc, on est sûr au moins d'avoir à manger, parfois à boire, et puis surtout avoir un hamac pour y dormir, plutôt que de dormir dans la rue. Donc, faire vivre tous ces gens-là sur un bateau qui fait 30 à 40 mètres de long, 5-6 mètres de large, avec 2 ou 3 ponts, et pour partir on ne sait où, d'ailleurs, on leur indique pas forcément toute la stratégie tout de suite, enfin, le cap, etc. C'est évidemment, ça concerne uniquement les officiers. Bon, voilà, c'est un peu une bombe aussi à retardement, et on l'a vu dans pas mal d'histoires. Hein, donc voilà, c'est important de rappeler aussi ce contexte qui fait partie aussi des clichés, c'est que on chante à bord, la vie à bord est formidable, mais elle est loin de l'être. Alors toi, tu fais de l'archéologie de la piraterie. Alors concrètement, ça consiste en quoi? C'est travailler sur déjà se travailler sur la période moderne, hein, ce qu'on appelle l'époque moderne en archéologie et en histoire, c'est le XVIIe, XVIIIe siècle, les temps modernes comme on dit à l'école, et surtout une époque où il y a énormément d'échanges maritimes et de commerce transatlantique, donc vers les colonies d'Amérique, et puis de côté aussi océanique et asiatique pour les Indes orientales, comme on le disait à l'époque. Donc d'abord, c'est s'intéresser à la vie des marins et à la vie des bateaux de cette période-là. Et puis ensuite, bien sûr, tout est lié. Nous, ce qu'on appelle parfois, c'est l'archéologie des outre-mer, l'archéologie ultramarine, puisqu'on est sur les territoires ultramarins. On l'a appelé un temps l'archéologie coloniale. Bon, c'est pas un mot qui est très simple à utiliser. Tout ça pour dire qu'on est différent des archéologues qui travaillent sur le précolombien, sur tout ce qui est précolombien, donc avant Christophe Colomb, et donc ces archéologues qui travaillent sur le Mésoamérique. Nous, on s'intéresse vraiment aux Européens. On va se rendre compte que, évidemment, on va s'intéresser aussi aux populations locales, parce que ces pirates qui sont accueillis dans toutes ces îles, dans tous ces territoires, sont évidemment en contact non-stop avec des populations locales, autochtones, indigènes, etc., plus ou moins accueillants d'ailleurs. Et donc, cette archéologie de la piraterie, elle va s'intéresser aux pirates qui naviguent. Donc, on va bien sûr, comme vestige, travailler sur les bateaux, les épaves, mais aussi sur leurs escales et leurs lieux de refuge, leurs lieux de repère, les fameux repères de Forban, où ils s'installent de manière plus ou moins éphémère, de manière plus ou moins facile dans ces îles reculées. Et donc, l'archéologue va s'intéresser à la fois au côté sous-marin et au côté terrestre. Et va être associé, évidemment, tous les objets qu'on va trouver, les structures archéologiques, mais aussi les objets qui vont être découverts dans ces divers contextes. Et alors, tu disais à l'instant que vous n'étiez pas beaucoup. L'archéologie de la piraterie, c'est apparu à peu près quand? Ça s'est développé comment, en fait? Moi, c'est pour ça que je l'ai monté avec les collègues que je salue ici, hein, puisque je suis à l'initiative, mais je suis loin d'être tout seul à travailler dans notre groupe, en tout cas de recherche. C'est né aux États-Unis. C'est né aux États-Unis dans les années 60. Dans vraiment
lié en fait essentiellement à la recherche des épaves. Hein. Enfin, c'est une archéologie maritime à l'origine. Hein. Une archéologie avec plein de guillemets, parce que dans les années 60, l'archéologie sous-marine, bon, elle est quand même des méthodes actuelles. On l'a vu dans une des dernières vidéos avec le DRASM, où voilà, il y a quand même un processus de travail qui est extrêmement compliqué, extrêmement long, que ce soit sur le terrain ou après. Et alors donc, pour ceux qui ne savent pas, juste voilà, Jean fait référence à une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, mais aussi en podcast, une émission sur l'épave du San José, voilà, qui a été retrouvée et qui a posé beaucoup de problèmes pour savoir à qui ça appartenait. Donc je vous invite à aller voir cet épisode-là, vous verrez un petit peu les dessous presque administratifs, on va dire, de la découverte d'une épave. Ouais. Voilà, et associé à tout ça, on a un témoignage d'une archéologue du DRASM, donc qui est la direction scientifique et archéologique des vestiges sous-marins en France et dans les eaux territoriales françaises, sur justement le processus d'étude de ces épaves, etc. On voit que c'est très compliqué. Et bref, donc du coup, cette archéologie de la piraterie, elle est née grâce aux épaves pirates. Et puis ensuite, mais de manière quand même plus ou moins légale, hein, quand même, il faut le dire, avec ce qu'on appelait à l'époque des chasseurs de trésors. Voilà, bon, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire à l'époque, c'était pas forcément toujours légal. Certains gouvernements pouvaient fermer les yeux. Bon, les États-Unis, c'est plein d'États différents avec des lois différentes. Après, ça s'est vraiment développé et avec une assise scientifique et universitaire dans les années 80, notamment toujours aux États-Unis, avec des programmes universitaires et notamment l'université du Texas, où Donny Hamilton a travaillé sur Port-Royal, la ville de Port-Royal, qui a été pour une partie de ces quartiers nord et sud engloutis par le tsunami de 1692 et donc qui a permis de travailler en sous-marin mais sur une ville engloutie. C'est quand même assez génial, là on est en plein dans le rêve, incroyable. Vous avez des ruelles à 5 mètres de profondeur qui sont complètement englouties avec des restes de maisons, et puis au milieu de tout ça aussi un bateau qui avait été en fait emmené par le tsunami et qui se retrouve finalement dans une ville engloutie avec le bateau au milieu. Enfin là, vous imaginez l'image qu'on a en tant qu'archéologue dans ces eaux chaudes de la Jamaïque. Pour le coup, c'est Tintin, quoi. Là, pour le coup, voilà. Alors, sauf que le bateau, il n'est pas en 3 dimensions. Hein. Faut pas imaginer. On est généralement à plat. Il reste que le fond de coque. Hein. Mais voilà, on est dans quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a une publication qui est en cours. J'ai hâte de la découvrir de mon côté aussi. Une publication scientifique sur toutes ces recherches. Il a bossé là-dessus pendant une vingtaine d'années. C'est totalement incroyable. Et puis ensuite, après, ça s'est développé avec des épaves et des projets universitaires indépendants, notamment sur la côte est des États-Unis, le fameux Queen Anne's Revenge, dont on a déjà parlé, qui est le fameux bateau de Barbe Noire qui a été coulé en 1718 au large de Beaufort en Caroline du Nord et qui a été découvert en 1996, puis voilà, avec plusieurs campagnes de fouilles. Je crois qu'il y a 60% de l'épave qui a été fouillée aujourd'hui, et où il y a un programme de recherche scientifique qui a vraiment créé une vraie assise sur ce travail des pirates. Elle a été quand même identifiée pirate pour l'anecdote, réellement, parce qu'au départ, on fouille un bateau. Hein. Donc, on a une épave avec des restes de bois, des canons, des objets, etc. Mais on n'arrive pas forcément à identifier que c'est bien ce bateau-là, même si les archéologues de l'époque cherchaient cette épave-là. Et ce n'est qu'en 2012 et officialisé en 2017 que, au niveau international, on a vraiment appuyé l'identification de ce bateau comme étant le Queen Anne's Revenge, qui est un ancien bateau français qui s'appelait la Concorde, qui a été pris en 1717 au large de la Martinique. Et l'histoire de Barbe Noire est liée à une des îles françaises, la Martinique. C'est quand même aussi extrêmement intéressant. Et finalement, on va se rendre compte que cette archéologie de la piraterie, elle est toujours associée à un pirate célèbre. Et c'est là où on est encore dans la pop culture, et on est encore dans... Même nous, chercheurs, on s'intéresse à ces pirates, mais par le biais d'un personnage qui nous a fait rêver. Les archéologues qui ont travaillé, historiens qui ont travaillé sur Barbe Noire et Queen Anne's Revenge voulaient trouver le bateau de Barbe Noire parce qu'il était dans la shortlist des 35 pirates, des 35 biographies de pirates qui ont été éditées entre 1724 et 1736 par Charles Johnson dans son livre en 2 volumes, Histoire générale des plus fameux pirates.
publié alors qu'on est en 1724. Il y a encore des pirates qui existent, hein, publié à Londres dans un premier temps. C'est un énorme best-seller. Et on a 35 biographies qui sont éditées, parfois même avec des gravures. C'est-à-dire que les gens de Londres, en 1724, peuvent voir la tête de Barbe Noire, qui est mort déjà depuis 6 ans, mais qui est extrêmement frappant, voilà, avec des légendes associées, évidemment. C'est romancé, ça ne parle que des pirates les plus connus, de ceux qui ont pris les plus grandes prises. Mais il n'empêche que le document et témoignage est là. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de comprendre comment ce Charles Johnson, qui serait éventuellement, d'après certains, Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, a mené son enquête pour avoir tous ces témoignages et tous les éléments d'archives qui, à l'époque, n'étaient pas classés comme aujourd'hui et facilement répertoriables. Donc, nous, archéologues, chercheurs, historiens, archivistes, on va s'intéresser à un pirate. Et c'est la même chose avec John Bowen. Hop, encore un lien avec une de tes dernières vidéos sur le sujet. Donc John Bowen, qui est un pirate des Bermudes, d'origine anglaise, qui a fait naufrage au large de l'île Maurice en 1702. Et les archéologues qui ont trouvé son épave au large de l'île Maurice en 1980, 1979-1980, Patrick Lisée et Jacques Dumas, qui sont des archivistes historiens, encore complètement archéologues à l'époque, cherchaient John Bowen, cherchaient son bateau. Parce que John Bowen fait aussi partie de cette shortlist des 35 pirates de Daniel Defoe, alias Charles Johnson. Donc on a ce cheminement qui est fait et qui lie les témoignages anciens à la recherche archéologique qu'on a aujourd'hui. Donc cette archéologie-là, elle se développe au fur et à mesure. Toi, tu décides même donc de créer un programme de recherche qui porte, c'est comme le Port-Salut, ça s'appelle l'archéologie de la piraterie. Déjà, est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot de ce programme? Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'urgence des chercheurs vis-à-vis des traces qui peut rester en fait. Je pense par exemple, parce que tu vas nous parler de cette épave, notamment aussi que tu as pu fouiller, avec le temps ça disparaît. Là, il n'y a pas très longtemps, on voit le Titanic, là, il y a eu un article sur le fait que la balustrade, ça y est, elle n'existe plus, quoi. Elle est tombée, c'est fini. Donc, ça se détériore assez vite. Oui, et puis ils estiment que dans 40 ans ou 50 ans, il n'y aura plus de Titanic. Bon, on est à, je crois, 800 ou 1000 mètres de profondeur. J'ai plus les chiffres exacts, mais oui, on est dans un autre contexte. Mais évidemment, les vestiges terrestres sont menacés par l'aménagement du territoire. On va construire un centre commercial à un endroit, on va faire ceci, on va faire ça. Donc, l'archéologie, les vestiges archéologiques de notre histoire mondiale, française, mais aussi mondiale, on a la même chose partout dans le monde, sont menacés. Et c'est la même chose en sous-marin. Mais pour d'autres raisons. On va aussi avoir des aménagements comme les éoliennes sous-marines qui vont flinguer un paquet de vestiges sous-marins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des fouilles archéologiques sous-marines préventives de sauvetage qui viennent justement pallier au fait qu'il y ait ces futurs aménagements-là. Quand on a ces grands canaux, ces grands conduits qui font passer du gaz, là aussi, ça détruit. C'est comme une voie ferrée, hein. Une voie ferrée que vous construisez d'un point A à un point B, tous les kilomètres, il y a un site archéologique. Donc, si vous passez un tuyau énorme en béton sur des kilomètres et des kilomètres et des milliers de kilomètres, imaginez-vous, il y a des centaines et des milliers d'épaves qui vont disparaître à cause de cet aménagement du territoire-là. Donc, il y a déjà ça, qui est extrêmement important. Et puis, il y a le pillage. Je pense que c'est là aussi où tu voulais en venir. C'est qu'on a des gens plus ou moins bien intentionnés, parfois qui ne se rendent pas compte aussi, je pense aux touristes, qui vont aller plonger de manière détendue sur une épave, pas très loin de leur hôtel, et qui vont aller ramasser un objet sur une épave qui est connue de tous. Et là, en faisant ça, en fait, vous détruisez le patrimoine sous-marin parce que vous déconnectez l'objet que vous allez sortir de son contexte, qui parfois, d'ailleurs, n'est dans la plupart des cas pas fouillé. Et là, en fait, juste pour avoir peut-être une bouteille en verre sur votre cheminée qui finira peut-être à la poubelle, ou voilà, ça n'a aucun intérêt scientifique et historique de faire ça, parce que là, vous détruisez toute trace. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fragment de porcelaine, chaque fragment de céramique, chaque objet, raconte une histoire. Et si on le déconnecte de son contexte historique, en l'occurrence une épave, on va, évidemment, on exagère un petit peu, mais on va perdre une information. Voilà. Et surtout, si vous êtes des dizaines et des dizaines à le faire sur le même site archéologique, on n'aura plus d'informations. Et c'est un peu ce qui s'est passé malheureusement sur l'épave sur laquelle on travaille, à
à Madagascar, sur l'île Sainte-Marie, dans la baie d'Ambodi-Fotatra. Sur cette épave-là, l'épave qui a 7 mètres de profondeur, à 40 mètres de la rive, on va en reparler, mais il y a eu des investigations controversées par une équipe américaine. Et derrière, pour aussi les besoins d'un film, on l'a fait nous de notre côté, hein, avec Arte et GD Programme, que je remercie au passage. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a fait un peu un meilleur travail scientifique et que derrière, on n'a pas eu une boîte de production. Allez, les ricains, boum, prenez ça. Qui poussait pour créer vraiment du buzz. Non, l'objectif, d'ailleurs, on a moins trouvé de choses qu'on pensait. Ils nous ont quand même fait confiance. Et puis là, on va essayer de repartir aussi pour une nouvelle aventure en 2025 où on sera couvert probablement par cette même boîte de prod. Et là, on sait qu'on a pas mal de découvertes qui ont été faites. Mais l'objectif, c'est ça. C'est pas vraiment. L'équipe américaine, elle n'était pas composée que d'archéologues. Loin de là, elle était surtout composée de passionnés. On a des passionnés dans notre équipe. On a des plongeurs archéologues sous-marins professionnels. Moi, je ne suis pas plongeur archéologue professionnel. Je suis archéologue terrestre spécialisé des objets. Mais je fais confiance et je m'en remets à l'expertise de grands spécialistes en France qui font ça tous les jours. Et donc, il y a un encadrement. Et ce qui nous permet d'accueillir parfois des bénévoles ou des gens qui font de l'archéologie associative dans les fleuves, par exemple. Je pense à Franck Poté, Pierre-Julien Ruiz et d'autres qui ont fait partie de nos recherches aussi, et Romain Garnier et d'autres, et qui vont être encadrés, qui vont faire du bon boulot, parce que voilà, c'est un cadre qui est posé. Là, à l'époque, entre 2000 et 2015, parce que l'épave a été découverte en 2000, on sent qu'il y avait peut-être 1 ou 2 plongeurs archéologues, mais peut-être derrière, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le rapport était quand même assez mince, voire inexistant, et les recherches complètement décontextualisées. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, on va prendre une bouteille en verre et puis on va la remonter parce qu'on va être très excité, et on va l'étudier, mais en fait elle vient d'où? Ah bah elle vient du tas de pierres de l'Est, là c'est bon, de toute façon c'est tous pareil. Ah non, en fait, chaque objet dans son contexte a une information à livrer. Nous on l'a vu. Le bateau, il est recouvert complètement d'un tas de pierres de l'Est. En fait, c'est des monticules de pierres. Alors, quand on dit des pierres de l'Est, c'est pas des pierres qui viennent de l'Est par rapport à l'Ouest. Hein. C'est des pierres de l'Est, c'est le poids. Voilà, je précise. Exact. En fait, on appelle ça aussi des pierres de ballast. C'est-à-dire que chaque bateau à cette période-là, dans les années 1700-1600, en gros, navigue avec, en fond de cale, sous les ponts inférieurs, des lits de pierre. Parfois, à la place de ces pierres, on va peut-être rajouter aussi des canons qui sont inutilisés ou inutilisables parce qu'ils sont cassés, etc. On va mettre de la ferraille, on va mettre plein de choses. Ça sert à lester le bateau, à ce qu'il puisse avoir une manœuvrabilité plus facile, en fait. Et puis, voilà, il y a tout un système technique qui est mis en place. Et donc, ces pierres de l'Est, quand le bateau il coule, eh ben, elles sont là, en fait. Et elles vont recouvrir quoi? Le fond de la coque. Vous imaginez bien le bateau en 3 dimensions, les pierres au fond et le fond de la coque. Et quand ça coule, eh ben, il y a le bateau avec les mâts, les ponts, etc. Ça fait environ 20-25 mètres un bateau de haut. Hein. C'est immense. On a 7 mètres d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau, il coule, il va peut-être être un peu penché, ok. Mais on va avoir les mâts qui vont dépasser. Quand bien même, d'ailleurs, les archives de l'époque, notamment en 1720-1730, les Anglais qui passent par là, les Français qui passent par là, stipulent, marquent sur des cartes et dans des journaux de bord, on voit encore les épaves de bateaux. Les épaves, parce qu'il y en a plusieurs, c'est la grande surprise en plus. Mais on va se concentrer déjà sur celui-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Sous l'eau, en 300 ans, le temps fait son œuvre, les animaux marins font leur œuvre, les mollusques, etc., les coquillages, coraux, et vont bouffer en fait complètement le bois qui est évidemment à l'air libre, mais surtout le bois qui est sous-marin et qui n'est pas protégé par ces tas de cailloux. Et donc nous, qu'est-ce qui va se passer? Tout ça va s'envaser dans 300 ans, on est dans le port actuel. Hein. Donc il y a des bateaux qui passent, il y a beaucoup de sédiments qui sont remués, etc. Et donc nous, on va avoir des tas de cailloux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout un travail archéologique de repérage, point GPS, de photogrammétrie, c'est-à-dire prendre en photo l'ensemble de la zone, assembler toutes les photos pour avoir une cartographie, etc. On pose un caravoyage. Une fois que tout est fait, tout est bien mis en place, on va commencer à démonter les tas de pierres.
Et sous les tas de pierres, on va avoir de la vase. Et c'est cette vase qu'on va aspirer avec un aspirateur sous-marin qu'on appelle la suceuse. Et ça va, dans chaque carré, nous permettre d'entrevoir un bout de l'épave et du bois de l'épave. Et en fait, on avance carré par carré. Chaque carré fait 2 mètres sur 2 mètres. Et évidemment, on va avoir des objets qui vont sortir de cette vase qui va être aspirée, comme on va aspirer de la poussière ou comme on va, avec notre truelle en terrestre, sortir, déliter le sédiment et voir apparaître des objets. Ben là, c'est la même chose. Sauf que le gros souci, c'est qu'on voit rien. C'est on voit à 1 mètre, à 1 mètre 50, 2 mètres, parfois 3 mètres grand maximum de loin. Donc, je peux vous dire que les collègues, ils ont eu quand même sacrément des conditions très difficiles, comme finalement ils avaient fouillé dans le Rhône ou dans un fleuve de France. À 7 mètres de profondeur, c'est pas très profond. On peut rester entre 1h30 et 2 heures avec sa bouteille. Mais par contre, voilà, c'est très lent parce que dès que vous faites ça dans la base, il y a un nuage qui apparaît, on voit plus rien en fait. On voit plus rien. Heureusement, on a cette magnifique porcelaine chinoise, un décor bleu-blanc qui sort avec un blanc émaillé qui pète et qu'on voit tout de suite parce qu'elle est, alors certes pas en fragments, mais on la voit tout de suite à travers cette vase parce que c'est magique. Elle est conservée comme si elle avait été mise dans l'eau hier, quoi. C'est ça qui est assez incroyable quand on travaille aussi sur ces contextes sous-marins, c'est qu'on perçoit la conservation de ces œufs, mais même le bois, il est très très bien conservé, c'est vraiment, c'est génial. Oui, parce que le bois, c'est un matériau qui est périssable, souvent c'est les trucs qu'on retrouve pas trop. Dans plein d'autres cas d'archéologie, même terrestre, le bois, c'est ce qui manque. C'est le climat qui joue, c'est soit très humide, soit très sec. Entre les deux, le bois, il résiste pas. Et donc quand c'est dans la flotte, il résiste, et quand il est sous un tas de vases, la vase, c'est quelque chose qui vient complètement imperméabiliser l'ensemble et donc qui va protéger le bois de l'épave. Et c'est ça qui est génial. Et on voit, en fait, il faut vous imaginer le squelette de la coque du navire avec les membrures, hein, vous voyez, les grandes poutres qui dépassent, qui sont courbées. Le bateau s'est couché. Il y avait une partie qui était à l'air libre, celles-là, elles ont été bouffées, elles ont été rongées. Et puis tout ce qui est sous les cailloux, et sous la vase, parfois 3-4 mètres de vase qu'on va devoir enlever l'année prochaine, par exemple, eh ben, on va peut-être avoir la courbe du bateau, on va peut-être avoir la carlingue qui va être complètement conservée. Et pour info, ça je l'ai pas encore dit sur nos réseaux sociaux, on a trouvé la base d'un mât. Quand même assez incroyable. Sur 70 cm de haut, on a le pied du mât de misaine, donc on sait qu'on est à l'avant du navire, qui est conservé. Voilà. Faut imaginer qu'il faisait plusieurs mètres de haut, hein, des dizaines de mètres, je sais plus combien, au moins 10 mètres de haut, voire plus que ça. Et nous, on a 70 cm conservés. Donc c'est quand même assez dingue. On a des fragments de poulies qui ont été trouvés. Le bois, il est encore là. Il faut imaginer que plus on va descendre, parce qu'il est sur le flanc tribord, donc voilà, il est penché. Et donc, il faut imaginer qu'il y a une partie qui est complètement ensevelie sous la base. Et plus c'est enseveli sous la base, plus c'est profond et mieux ce sera conservé. Donc, ça va être extraordinaire de pouvoir retourner l'année prochaine sur ce bateau-là. Alors, assez rapidement, pour replanter quand même le contexte historique, là, tu nous parles d'une fouille à Madagascar. Or, c'est vrai que la plupart des gens, quand ils pensent pirates, ils pensent surtout Caraïbes et pas trop océan Indien. Alors, pourquoi océan Indien ? Eh ben, c'est le contexte historique qui fait ça, évidemment. Donc, on est entre 1680 et 1720, et les pirates européens se tournent en fait doucement vers l'océan Indien pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une guerre de course en fait dans les Caraïbes. Donc la guerre de course est associée aux corsaires, donc aux pirates qui sont associés à un gouvernement, on l'a dit, et qui viennent chasser les bateaux espagnols et portugais. Et à un moment donné, il y a une trêve en fait qui se passe. Et donc tous ces corsaires, par exemple, ils ont plus de boulot puisqu'il y a une trêve, puisque les puissances ne s'attaquent plus. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une délivrance de commission et on va avoir la plupart de ces marins qui vont essayer de se ranger et notamment de développer des plantations dans les Caraïbes. Ça, c'est pour la fin du XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle. On va avoir des pirates, des forbans, des anciens mutins, etc. Par contre, il y en a d'autres qui refusent de rentrer dans le rang. Et ceux-là, ils vont fuir l'espace caribéen pour aller dans l'océan Indien
parce que ça se passe moins bien dans l'océan Indien et que surtout c'est moins protégé, moins défendu par les grandes puissances. On a vraiment un espace séculaire de commerce avec les bateaux qui partent d'Asie pour aller en Europe et vice-versa. Et donc, en fait, on va retrouver ce qu'on avait au milieu et à la deuxième moitié du XVIIe siècle dans la Caraïbe. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, il y a une grande influence. C'est que ces pirates sont influencés par les grandes découvertes, les grandes prises pirates, notamment de Henry Avery, qui prend le Ganges Saway en 1695, qui est un bateau oriental avec une énorme cargaison, et tout ça, on en entend parler, en fait, même jusqu'en Europe et dans les Caraïbes. Et donc, les gars se disent, bon, allez, on fuit les Caraïbes pour ces raisons-là, parce que, en fait, il se passe plus grand-chose, vu qu'ils ont plus besoin de nous, ils ont plus besoin des corsaires ou des anciens marins qui ont du métier. Et puis, surtout, se passe un autre phénomène au tout début du XVIIIe siècle, qui est la guerre de succession d'Espagne, entre 1701 et 1714, où là, nouveau conflit. Et là, on sait que les pirates redeviennent pour certains corsaires, et d'autres se disent, oh là là, nouveau conflit, donc nouvelle chasse aux pirates aussi. Donc les grandes puissances en ont ras-le-bol, ils lancent des chasseurs de pirates. Donc certains, c'est l'histoire de on n'a pas le temps, mais de Benjamin Hornigold qui change de bord, qui est corsaire, qui est pirate d'un côté, ancien corsaire pirate puis corsaire, alors qu'il naviguait avec Barbe Noire et Edward Teach. Et donc tout ça, tous ces événements qui changent et évoluent font transférer finalement les pirates qui officiaient dans les Caraïbes pour partir dans l'océan Indien. On a quelques grands noms. Olivier Levasseur dit la Muse. On a William Kidd qui a anticipé, qui est pendu en 1701 à Londres. On a aussi John Bowen qui fait partie de ce rythme-là, Robert Culliford. On en a plusieurs qui partent de la Caraïbe à l'océan Indien. Donc on a ce transfert. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge d'or vraiment pur de la piraterie, c'est vraiment le début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Et dans les années 1720, on a quand même beaucoup moins de pirates dans l'océan Indien. On est vraiment sur la fin de la période pirate, qui est d'ailleurs la période de la Muse Olivier Levasseur. Et alors du coup, le chantier archéo que vous avez couvert, alors il y a cette épave, mais ça se passe aussi sur une île en particulier, et donc sur un endroit précis. En fait, ce que vous avez découvert, c'est un repère de pirates ? Et ouais, c'est ça qui est chouette, c'est que les archives le disaient, l'archéologie l'a fait. Donc, ce qui est assez dingue, c'est qu'on recontextualise. On est à Madagascar. Madagascar, c'est un énorme pays, une énorme île. Au nord-est de Madagascar, on a une petite île de 49 km de long qui s'appelle l'île Sainte-Marie. Au sud de cette île, la partie sud, on a une baie enclavée qui s'appelle la baie d'Ambodifotakra. Et cette baie, elle s'appelle très vite la baie des Forts. Parce que en 1690, fin du XVIIe siècle, on a un pirate qui s'appelle Adam Baldridge, qui est en fait un contrebandier plus qu'un pirate, et qui décide d'implanter dans cette zone-là, parce que les Français, en fait, avaient déjà, à l'époque, les marins français, la marine française avait déjà un peu exploré la zone, et savait qu'on avait des locaux, on avait surtout des ressources, en fruits, en eau, en bois, pour réparer les navires, très important. Et puis, on a aussi du commerce éventuel à faire avec les locaux, qui sont plus ou moins sympathiques avec les colons, qui ont déjà un peu d'agriculture, qui ont déjà un peu de bovidés, donc des ébus, etc. Donc, il y a quand même pas mal de denrées. Donc, il dit, c'est très bien d'implanter mon petit comptoir commercial dans cette zone-là, à mi-chemin entre l'Asie, l'Inde et l'Europe, et surtout la Nouvelle-Angleterre, l'Amérique. Puisque Baldridge, il a énormément de connexions avec Boston, et avec des gouverneurs, des marchands de cette zone-là de l'Amérique, la côte est des États-Unis. Et donc, il implante son comptoir, ça prend très vite. Il installe sur l'entrée de la baie qui s'appelle l'îlot Madame, îlot Forban à l'intérieur, une petite île à l'intérieur, et à l'entrée de la baie, on a l'îlot Forban. Au-dessus de ça, on a un petit promontoire qui s'appelle la colline de la Possession, c'est là où il va installer son fort, un petit fortin, avec des canons qui vont défendre. Et puis, sur l'entrée de la baie, sur l'îlot Madame, la zone de notre fouille, c'est là où il va y avoir des cases de tradition malgache, comme des cabanes, en fait, qui sont installées, des entrepôts, des quais pour, évidemment, accueillir les navires, des zones de carénage pour réparer les bateaux. Et on a toute une vie qui se développe à la fin du XVIIe siècle, en lien, bien sûr, avec les malgaches,
puisque sans les Malgaches, il n'y a rien qui existe, puisqu'ils ont le pouvoir sur cette terre-là, et en fait, ils trouvent leur compte, financièrement parlant, puisque le Baldridge fait venir des quantités de bateaux. On a une liste assez impressionnante que les archives nous ont fournie. Je remercie Alexandre Rodard, notre historien. Encore, vous voyez, on est dans une équipe où chacun a sa discipline. Et moi, les archives, c'est pas spécialiste, donc on confie tout ça à des gens qui connaissent bien ces documents historiques et nous renseignent extrêmement précisément sur l'année. Par exemple, en 1692, on va avoir un bateau qui va venir, qui va vendre telle cargaison, tel bien, telle marchandise à Baldridge. Baldridge va lui vendre, d'autres biens, notamment des marchandises locales, des fruits, du zébu, etc., qu'il aura été dealé avec les Malgaches du coin. Et en fait, tout se développe comme ça, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et donc, nous, pour en venir à l'archéologie, eh bien, on a travaillé, on a ouvert un sondage de 18 mètres carrés, alors ça fait 6 mètres par 3. Vous allez me dire, c'est tout petit. C'est tout petit, mais on fait ce qu'on peut. Mais il faut dire qu'il y avait tellement de choses dans ce sondage qu'on est resté 2 semaines dessus, alors qu'on avait prévu d'en faire d'autres. Et on a trouvé des restes de cases traditionnelles, donc, vulgairement parlant des cabanes, sur poteaux plantés, avec des structures archéologiques plantées dans la plage, en fait, dans le sable, dans les années 1720. Donc, au début, entre 1718 et 1700. On n'est pas sur la partie où Baldridge vit à cette période-là, entre 1690 et 1697, parce que lui, il est parti à la fin du XVIIe siècle. Il y a un autre qui a pris sa place, qui s'appelle Welsh, qui a aussi géré un peu pendant une dizaine d'années ce comptoir de contrebande. Après, on a moins d'archives entre 1710 et 1718, et on a d'autres pirates qui reviennent, notamment l'Abuse, qui reste 10 mois sur place, sur ce comptoir de contrebande, pour réparer son navire, avec d'autres équipages. Donc, voilà, et nous, on est sur cette période-là parce qu'on le sait précisément. Vous allez me dire pourquoi vous savez que vous n'êtes pas sur la fin du XVIIe, alors qu'on sait qu'on est sur les années 1700. Parce que là, ce sont les objets archéologiques que l'on va retrouver dans les structures, les trous de poteaux, le sable, les fosses, etc., qui vont nous renseigner. Et c'est ce que je vous disais, si vous sortez un objet de son contexte, on n'aura pas le lien avec la structure archéologique, le trou dans lequel on l'a trouvé, en fait. Alors que nous, l'amoncellement d'objets, on a trouvé plus de 2000 objets, 2000 fragments d'objets dans cette zone, ce qui est énorme, en fait, en termes. Alors qu'on est sur 30 cm d'épaisseur. Souvent, on parle d'archéologie, toi d'ailleurs, dans tes vidéos, et on a une stratigraphie, c'est-à-dire un amoncellement de couches sur parfois 3 ou 4 mètres de profondeur. Nous, c'est 30 cm. Ce qui est très peu. C'est-à-dire que quand vous faites une prospection sur l'île aux Madames, que vous marchez sur l'île aux Madames, vous avez encore parfois des fragments de porcelaine chinoise qui ont été prises comme cargaison par les pirates et déchargées sur la zone. Il y en a partout, en fait. Mais il faut savoir les lire. Un morceau de porcelaine tout seul. Ouais, sauf que quand vous en avez 150 juste en ayant marché 2 heures, je peux vous dire qu'il y en a. Et alors, quand on creuse, c'est plus de 900 fragments qu'on a retrouvés. Donc, on a cette cargaison qui est déchargée. Donc, c'est toujours le même système. Des bateaux arrivent, ils déchargent leur cargaison. Ça peut être des tonneaux d'épices, de tabac, de rhum, de vaisselle, de porcelaine, parce qu'il faut imaginer qu'on a des navires de commerce qui sont pris, qui partent d'Asie, d'Inde, des Indes orientales, et qui sont acheminés. Les pirates prennent ces bateaux dans l'océan Indien, à destination à l'origine de l'Europe, et il y a un stop, il y a une escale qui se fait à Sainte-Marie, dans cette baie, ils déchargent, ils revendent à Baldridge ou à d'autres, et puis d'autres équipages, parfois des pirates, mais parfois juste des contrebandiers, des marchands, véreux, qui vont récupérer cette cargaison-là et qui vont en faire quoi? Les pirates, ils en ont rien à cirer de boire dans un vaisselier à thé en porcelaine chinoise. Ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est manger, déjà, boire, et puis avoir un peu de sous. Donc, ces porcelaines, elles vont où ensuite? Elles vont en Nouvelle-Angleterre ou en Europe, quasiment dans les mêmes sphères sociales qu'à l'origine, sauf que c'est de la contrebande, donc ça coûte moins cher aux futurs propriétaires de ce vaisselier qui va pouvoir impressionner la galerie, non pas en passant par la compagnie hollandaise des Indes, alors que ça aurait coûté 3 fois le prix, mais par un marchand contrebandier issu d'une prise pirate. Au final, ça va au même endroit, c'est-à-dire c'est juste que c'est un marché noir, quoi.
de ces cargaisons. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant avec ce comptoir. Et nous, plus on va fouiller, et on continuera l'année prochaine, et plus on va comprendre l'organisation de ce comptoir. Et du coup, c'est à la fois ce que vous trouvez sur place, confronté avec les archives retrouvées par votre historien, qui vous permettent d'affirmer que c'était bien des pirates qui étaient là-bas. Complètement. En fait, il n'y a personne d'autre sur cette île-là. Il n'y a personne d'autre. Il y a les Malgaches, avec leur chef clanique, leur tribu, leur communauté, qui vivent autour. Mais on a, sur place, on n'a pas la France, on n'a pas l'Angleterre, on n'a pas d'autres puissances qui vivent là. La France viendra en 1750, bien plus tard, s'installer là. Ce qui n'empêche pas les Français. Parce qu'en fait, Madagascar, c'est beaucoup les Français. Chacun se partage un peu les futures colonies, et ce territoire est quand même très développé par le Royaume de France à l'époque, qui s'y intéresse dès 1650, hein, donc presque 70 ans avant, notamment sur la Grande Terre. Cette île Sainte-Marie, elle était déjà dans le viseur de la France, sauf que les pirates y sont. Et qu'est-ce qu'ils font les bons Français, la marine royale? Ils enquêtent, ils envoient des espions. Il y a des marchands qui sont là aussi, qui renseignent un peu l'île. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Ils font des cartes qui nous viennent aujourd'hui, qui sont conservées à la Bibliothèque nationale de France et qui expliquent en 1730 la tête de cette île et les futurs aménagements de la France. Et notamment, parce que ils sont un peu des magots et ils ont une vision du monde qui est la leur, ils décident d'installer un fort Vauban sur la colline de la Possession. Sauf que là, donc ça c'est en 1730, on a le plan en étoile, fort Vauban avec tout marqué dessus, etc. Ils indiquent même que les épaves sont déjà présentes là. Il y a des petits Z qui indiquent navire coulé par les forbans. Navire coulé par les forbans. Non pas navire coulé par des tempêtes. Navire coulé par les forbans. Déjà, on sait. Et en fait, c'est en partant de toutes ces archives et ces plans qu'on sait que les pirates sont là à cette période-là. C'est là où, entre guillemets, pour nous, c'est facile. On n'a pas 50 000 occupations les unes sur les autres. On en a quelques-unes. Et en fonction de la période des objets, on sait à qui on a affaire. Donc, on sait qu'on a affaire aux forbans. Et juste pour l'anecdote, ils installent pas un fort Vauban en 1750, les Français. Ils installent une tour. Une tour en pierre, en prenant d'abord en bois, puis ensuite en pierre, à la manière de nos modes castrales du XIIe siècle, du Xe siècle. Voilà, c'est très modeste en fait. Et ça sera qu'en 1866, 100 ans plus tard, qu'ils construiront le fort qu'on a aujourd'hui, qui s'appelle le fort de la Possession, qui sera un fort militaire énorme. Et nous, on s'est fait piéger à un moment donné parce que le fort actuel a une forme très particulière. C'est là aussi, faut être honnête, hein, on a eu un documentaire sur Arte, donc diffusé le 7 janvier 2023. On pensait qu'on avait affaire à la base de fondation du fort pirate, qui était en bois et reconstruit en pierre au 19e siècle par les Français. En fait, le fort pirate, il est bien existant, mais il est sous la tour, la petite tour construite par les Français en 1750. Voilà. Et on sait qu'il est à cet endroit-là. C'était une tour pour les pirates, c'était une tour en bois, associée à des palissades. On a une description très précise du fortin pirate de l'époque. On est complètement dans Robert Louis Stevenson et non le fameux fortin de l'île. Hein. Un petit bâtiment avec des palissades qui viennent protéger, des canons qui sont montés là-haut, hein, qui sont déchargés des bateaux qui arrivent. D'ailleurs, Baldridge le dit quand il met en place son fortin, il dit « il me faut des canons, il me faut des pièces pour défendre cette zone ». Et donc, il achète contre des ébus, il vend des ébus, il achète des canons. Et donc, il fait monter ces canons, il les poste sur ce fortin et aussi d'autres sur l'îlot Madame à l'entrée de la baie pour défendre ce point stratégique. Et qu'est-ce qui se passe en rajoutant ça? Il décide de couler les bateaux. Et c'est là ce qui nous intéresse aussi. Je vais me dire pourquoi ils sabordent leur propre navire, c'est complètement idiot. Mais non, parce que la baie, elle a deux entrées, puisqu'il y a l'île au milieu, l'îlot Madame au milieu, et il y a une entrée qui est plus facile, qui est celle qui est justement surmontée, associée à ce promontoire, qui est l'île de la Possession. Et donc les bateaux passent par là parce que c'est plus court par rapport au vent, à l'orientation, etc. Et donc qu'est-ce qu'ils décident de faire? Il y a tellement de bateaux qui arrivent avec des équipages, etc., qu'ils décident finalement de couler certains navires. Et l'un des premiers bateaux coulés à cette période-là, c'est le bateau de William Kidd, en 1698, qui s'appelle l'Adventure Galet, qu'il coule parce qu'en fait, c'est un bateau dont il ne se sert plus. Il faut imaginer les pirates, leur objectif, c'est quoi? C'est de prendre des bateaux. Mais ils n'en prennent pas un, ils en prennent parfois plusieurs. Et ils ont tellement de bateaux, parfois certains sont endommagés, ils ne savent plus quoi en faire. Donc,
stratégiquement parlant, c'est pas idiot d'en couler un dans la baie. On le voit, donc c'est pas un problème pour les pirates. Mais pour les ennemis des pirates, les Français, les Anglais qui veulent récupérer la baie, ils savent qu'il y a une zone qui est non navigable. D'ailleurs, elle sera cartographiée. Et nous, béni pour les archéologues, on a quasiment le point GPS au XVIIIe siècle de l'emplacement du bateau qui a été coulé par les pirates. Et comme les pirates sont des cochons, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des choses qui restent dans le bateau. Parce que certes, il n'y a plus la cargaison. Il faut imaginer qu'ils ne sont pas complètement idiots. Ils coulent leur bateau, mais ils ne vont pas laisser la cargaison de porcelaine chinoise ou des coffres plein de pièces d'or. Non, ils vont couler le bateau, mais il y a toujours des résidus de poubelles, des canons qui sont plus utilisables, qui restent au fond de l'eau parce que comme ça va couler plus facilement. Et ces fameuses pierres de ballast. Et dans les pierres de ballast, sur le dernier pont, il va rester de la porcelaine cassée, des tonneaux qui se sont renversés avec des marchandises. Et vous voyez où je veux en venir. Nous, quand on démonte ces pierres de ballast, ces pierres de lest, on va retrouver dans les interstices, non pas de la cargaison, mais du résidu de cargaison avec des fragments. Ils sont super bien conservés. On a même retrouvé sur la fouille actuelle 120 amandes, des amandes douces que vous pouvez manger là. On en a retrouvé un tas. Alors on se disait, c'est pas de la cargaison. Si, c'était de l'ex-cargaison. Mais le tonneau ou le sac a dû s'éventrer ou se renverser. C'est rentré dans les interstices de la terre de l'Est. Avec la décomposition, le bois, tout ça c'est enlevé. Et on les retrouve au fond. Et nous, après, qu'est-ce qu'on fait? On va les étudier, les analyser. Et vous ne pouvez pas imaginer l'information qu'on peut avoir avec ce type de restes d'amandes, parce que évidemment, ça vient forcément peut-être d'Orient, peut-être de Méditerranée. Il y a un commerce qui est là et c'est extrêmement intéressant. Mais alors du coup, avec toutes les activités pirates qu'on pu connaître, que ce soit les Caraïbes ou l'océan Indien, il y a finalement peu de lieux ou d'épaves qui ont été authentifiés comme purement pirates en fait. Alors pour les épaves, c'est très simple. Il y en a 8 dans le monde. Attestés, authentifiés. Il y en a d'autres où on a des points d'interrogation, mais celles-là, je ne vais pas les citer. On en a 2 sur la côte est des États-Unis. Celle du Ouida Gali, donc qui est près de Boston. Celle du Queen Anne's Revenge de Barbe Noire, qui est en Caroline du Nord, près de Charlestown, sur la côte. On en a 2 dans les Caraïbes. Une dans la baie de Port-Royal en Jamaïque, qui était l'ancien bateau de Bartholomew Roberts, le Great Ranger, qui a coulé en 1720. On en a une près de la République dominicaine, qui était l'autre bateau, le Queda Merchant de William Kidd, qui a été incendié dans cette zone-là, au sud de la République dominicaine. On en a 2 sur la côte sud du Brésil, dont un qui serait la Louise, coulé en 1718 et qui aurait appartenu à Olivier Levasseur. Et on en a 2 dans l'océan Indien, le Speaker de l'île Maurice et celle-là qu'on fouille. Sauf que on en a au moins probablement 3 ou 4 autres dans la même baie. Et c'est là, alors imaginez-vous, 3 ou 4 autres, attends, il vient de nous dire qu'il n'y en avait que 8. Bah ouais, en fait. Donc il y en a probablement 3 ou 4 autres qui sont connus dans les archives et qui sont coulés à cet endroit-là entre 1698 et 1721. Et nous, on a commencé à faire des plongées. On s'est concentré sur un site archéologique, une épave, pour tout faire. Mais on est allé plonger à droite, à gauche. Et certaines personnes de mon équipe ont repéré d'autres monticules de pierre de lest. Alors, ça ne veut pas dire que systématiquement, sous un monticule de lest, ça peut être un bateau, une épave. Il y a de grandes chances, mais ça, il faut le vérifier. Donc, il faudra, dans les prochaines campagnes, méthodiquement, démonter ces monticules de pierre de lest pour voir si en dessous, il y a du bois du navire. Ça peut être aussi des bateaux, attention, qui sont pas forcément contemporains des pirates. Ça peut être des bateaux plus récents, des années 1750. La France est venue là. On peut pas savoir complètement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je vous dis, ce qui est important, c'est de recontextualiser, parce qu'on va retrouver le bois du navire. Le bois, ça reste du bois sous l'eau. Si on l'analyse pas, on peut pas savoir exactement quelle essence c'est, de quelle période il date. Et surtout, ce sont les objets associés qui vont nous permettre de dater le naufrage, le moment où le bateau a coulé. Et alors, donc là, vous étudiez pour le coup ce repère de pirates. Juste avant, vous avez étudié l'épave. Comment est-ce que toi, t'es arrivé avec ce programme de recherche d'archéologie de la piraterie à reprendre cette fouille après les Américains? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait tout en même temps. On ne fait pas l'un après l'autre. C'est qu'on est arrivé en 2022 sur cette zone-là.
on cherchait les traces des pirates, on en a trouvé quelques partiels, mais on n'avait pas le droit de plonger à l'époque. Le gouvernement ne nous a pas autorisé à cause des Américains, puisque entre 2000, 2010 et 2015, les Américains sont venus, ont plongé, ils ont fait que de la plongée sur ce bateau-là et sur d'autres. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait parce que leur rapport, c'est ni fait ni à faire. Hop, deuxième point. Non, mais en fait, il faut être sérieux, c'est-à-dire, on décide de monter une mission archéologique. Le minimum du minimum, c'est qu'après avoir travaillé sur le terrain, on fait un travail scientifique, ce qu'on appelle la post-pouille. On va étudier tout ce qu'on a trouvé avec des photos, avec etc. Et puis après, on édite un rapport de fouille. Enfin, voilà, ça s'appelle la science. Eux, ils l'ont fait, mais en 2000, ils sont venus. On n'a aucun rapport associé aux missions qu'ils ont fait en 2000. On croit qu'ils en ont. On n'est pas sûr, mais je crois qu'ils en ont fait au moins 3 des missions. On n'a pas de rapport de fouille. En 2010, ils ont produit un rapport. En 2011, l'année d'après, qui faisait 30 pages. Un peu léger quand même, franchement. Mais bon, au moins, ça avait le mérite d'exister. John Debris, qui est un ancien collègue qui a travaillé avec nous aussi sur tout ce travail-là, c'est lui qui nous a mis en relation avec cette baie des pirates, ce travail-là sur l'épave, etc. On lui doit beaucoup. Aujourd'hui, il n'est plus en capacité de venir avec nous, mais il a travaillé avec les Américains. Et il nous a beaucoup informé, filé pas mal de photos sur tout ce qui s'est passé sur ces lieux-là et surtout sur l'histoire. Il y a eu un documentaire qui est accessible encore sur YouTube qui s'appelle, qui a été mis en ligne en 2017 et qui s'appelle Pirate Island à Sainte-Marie. Vous voyez, d'ailleurs, il est même sous-titré et traduit en français, je crois. Vous le regarderez, il dure 1h30 et vous allez vous rendre compte un peu du travail qu'ils font, qui est assez incroyable, scientifiquement parlant, rien qu'à travers les images. Et ils sont revenus en 2015 pour, après beaucoup de négociations, parce que c'était très compliqué, pour refouiller cette épave. Et ils ont sorti un fameux lingot, un lingot en plomb, où ils pensaient que c'était un lingot en argent qui était marqué et qui, selon eux, venait de l'Adventure Galley qui a coulé en 1698 avec William Kidd. Enfin, par William Kidd, pardon, il n'est pas mort dedans. Et si vous voulez, le problème avec ces Américains-là, c'est pas qu'ils ont découvert un superbe site archéologique. C'est vrai. Heureusement, d'ailleurs. Et ça, on peut pas le nier. Ils ont voulu travailler, être financés aussi par des boîtes de prod, pour faire des documentaires. Je l'ai fait. Je vais pas cracher sur eux. Le problème, c'est que derrière, il faut qu'il y ait quelque chose de sérieux qui se passe. Et que manifestement, ils prenaient les objets, ils les déplaçaient, ils notaient pas forcément tout systématiquement. En tout cas, nous, on n'a pas eu. Moi, j'ai eu accès à certains rapports. Il y a 2 rapports. Et à certains articles, ça reste très léger, en fait. Et puis surtout, ce qui est léger, c'est l'identification. Si on peut pas avoir fouillé un carré et dire à 100%, on est sûr que c'était le bateau. Je vous l'ai dit, avec Barbe Noire et Queen Anne's Revenge, il a été découvert en 96. Ils ont dit en 2012 que c'était Queen Anne's Revenge. Ça prend du temps. L'archéologie, c'est long. Dans la vidéo qu'on citait tout à l'heure, la collègue Véronica le disait, c'est long, en fait, de travailler sur la post-fouille, sur. Là, moi, je suis en train de boucler le rapport de cette année. On a fait un sondage de 18 mètres carrés en terrestre et une fouille de 6 carrés de 2 mètres sur 2. J'ai passé quasiment 4 mois avec les collègues. On a passé 4 mois à écrire et à analyser tout ce qu'on a fait. Et encore, on n'a pas fait grand-chose finalement. Mais c'est long. Et on va avoir plus de 350 pages de rapport. Quand je vous dis 30 pages d'un de l'autre côté, bon voilà, c'est un peu léger. Donc en fait, on passe après ces Américains-là. Ils ont fait ce travail, plus ou moins scientifique, mais ils étaient là pour mettre en évidence. Le gros souci, c'est l'identification, c'est-à-dire ils disent tel site, c'est tel bateau, alors qu'ils ont même pas fouillé, quoi. Donc là, c'est pas possible, en fait. Scientifiquement, ça tient pas la route. On peut pas dire, tiens, c'est le Fiery Dragon couleur 1721. Certes, il y a de la porcelaine qui ressemble, je suis d'accord avec eux, sans faire des analyses de bois. Pas de bol, les analyses de bois, elles ont révélé sur le bateau sur lequel on travaille, donc il est l'épave sur laquelle ils ont travaillé, eh ben, il n'était pas en chêne, il est en teck. Donc ça, tout de suite, ça veut dire que, je rentre un tout petit peu dans le détail, ça veut dire que le bateau est de tradition européenne, c'est-à-dire qu'il est fabriqué par probablement des Hollandais, des Néerlandais, en Asie avec du bois local, probablement. S'il avait été le Fiery Dragon, d'après ce qu'on sait, il aurait été fabriqué en Hollande, en chêne. Et moi, j'avais discuté avec John à l'époque. Il m'a dit, mais écoute, je suis allé sous l'eau, je te le dis, c'est un navire européen. Je te crois.
Mais il faut faire des analyses. Ah oui, mais on les a pas faites. L'UNESCO, derrière, pour vérifier tout le travail qui a été fait, a fait ces analyses-là et nous, on les a confirmées. C'est bien du tech. Donc, tout de suite, on peut pas donner une identification d'un bateau si on n'a pas fait les analyses complémentaires. C'est pas possible. Par contre, là où il avait raison, c'est sur la période de la période chronologique. C'est bien les années 1720, 1721. Il n'y a aucun doute. Mais voilà, c'est une construction qui s'échafaude. Le bateau, il a 7 mètres de profondeur, 40 mètres de la rive. On est dans la vase. On a fouillé 3 carrés de 2 mètres sur 2, dont un pas complètement. On a trouvé un mâne-misaine, de 70 cm, des membrures, carlingues, tout ça. Vraiment l'avant du bateau. On sait qu'au sud, il y a déjà une quinzaine de membrures qui sont très légèrement visibles. Les Américains ont vu ça. Ils n'ont pas fouillé. Tant pis pour eux. On sait que du coup, le bateau, il est au moins conservé sur 15 mètres de long. Et l'objectif, ça va être évidemment de rejoindre les autres des 2 zones. Faire encore ces carrés. Pour des années. Ça va pas se faire en 5 minutes. Donc, chaque année, il faut revenir 3 semaines, 1 mois maximum, travailler. Nous ne sortons aucune donnée matérielle de Madagascar, c'est-à-dire aucun objet n'a été, je sais que ça fait l'objet d'une future question, mais j'en profite, aucun objet qui a été découvert par notre équipe n'est sorti de Madagascar. Aucun. Uniquement des petits échantillons, micro-échantillons de bois. C'est tout. Les Américains, avec à l'époque l'accord du gouvernement, ont sorti des dizaines et des dizaines d'objets, notamment les plus beaux, pour les mettre aux États-Unis. Je ne sais où, même pas dans un musée, on ne sait même pas où ils sont. Et moi, quand j'ai été en contact avec eux ces dernières années, quand j'ai posé la question, je dis OK, ça se passe bien, j'en explique un peu comment ça se passe. Moi, je voulais que qu'il n'y ait pas de problème entre eux et nous. Donc, ils voient, de toute façon, sur les réseaux sociaux, ce qu'on fait, ils sont pas idiots. Et ils revendiquent la découverte de cette zone-là. Ils ont bien raison. Moi, je parle toujours des Américains, mais je suis aussi obligé d'expliquer que ça a été un peu controversé, quoi. Voilà. Je l'ai pas fait en premier, l'UNESCO l'a fait en 2015 avec Michel Lourd, en expliquant que c'était ni fait ni à faire sur certains points, en fait. Et je parle même pas des objets qui ont été sortis et qui sont même pas des salés, c'est-à-dire qu'on a encore de la croûte de sel sur certains objets. Évidemment, ça s'est mal passé sur leur dernière mission en 2015. Ça a été viré. Pour des raisons d'ailleurs qui m'échappent, mais peu importe. En tout cas, nous, on vient après. On peut pas faire table rase de ce qui s'est passé, mais on peut faire mieux. Et on a fait mieux. Voilà. Et donc, on avance petit à petit, scientifiquement parlant. Parce que l'archéologie, c'est une science qui est liée à la patience. Il faut accumuler les éléments, les informations pour pouvoir justement essayer de dire quelque chose sans se planter. Ça arrive de se tromper, mais il faut quand même qu'on ait suffisamment d'informations. Bon, vous l'avez compris, pour tous ceux qui nous écoutent, Jean est vraiment à 2 doigts de reconstituer en vrai ce fortin, de le rééquiper de canons et de tirer sur tout ce qui a un pavillon américain qui s'approche un petit peu trop des côtes. Voilà. Alors, d'un point de vue, tu nous dis que tu fouilles pendant 2-3 semaines, 1 mois maximum. Comment ça se passe concrètement, les fouilles sur place? Est-ce que tu as une journée qui ressemble toutes les journées se ressemblent? Est-ce qu'il y a des missions qui sont vraiment très différentes? Est-ce que ça se planifie vraiment beaucoup en amont? Ou est-ce que... Oui. voilà, enfin... Il y a beaucoup de... Alors, une mission comme ça de 3 semaines, voilà, là, en 2024, en mai dernier, en mai, on est resté 2 semaines, c'est extrêmement court, et on a mis, j'ai mis 6 mois à la préparer, quoi. Et évidemment, quand tu arrives sur place et que tu vois les emmerdes arriver, comme disait Chirac, c'était quoi? C'était les emmerdes en rafale. Et ben en fait, tu dis que t'as rien préparé parce que évidemment, il y a toujours des choses imprévues. Il y a aucune journée qui se ressemble. Aucune. Tu prépares ça avec ton équipe, mais en fait, personne n'a plongé et personne n'a fouillé sur place. Donc, on connaît le lieu, on connaît les lieux, on est déjà venu. Ça, au niveau logistique, aucun problème, tout est bon. Au niveau lien avec le gouvernement, aucun problème, tout est bon. On a la confiance, il n'y a pas de souci. On travaille avec des anciens étudiants de l'université de Tananarive. Sur place, j'ai fait 3 conférences pour expliquer aux gens. J'ai même fait une émission de radio qui a été traduite en malgache. Voilà, donc je veux dire en termes de communication, avant, pendant, après, moi j'ai fait le maximum. Il y a un moment,
On a accueilli des dizaines et des dizaines de personnes. Faut imaginer l'îlot Madame, c'est au centre de la baie. Il y a 2 digues qui séparent où tout le monde passe du nord vers le sud. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui passent sur l'îlot Madame et qui voient ce qu'on fait, en fait. Donc, en fait, tout le monde vient s'arrêter pour nous poser des questions. Alors, le trésor, vous en êtes où? Bah non, désolé, je suis bénévole et je cherche de la porcelaine. Vous vous foutez de nous? Oui, désolé, c'est la réalité. Je n'ai pas de... Voilà, enfin, l'objectif, c'est la science. Mais certains comprennent, d'autres comprennent pas, parce qu'il faut se mettre aussi à leur place. On est dans un pays qui est, qui est quand même relativement pauvre, qui vit aussi du tourisme, du commerce. Bon, quand tu as des chercheurs français qui viennent sur leur temps libre, parce que moi je prends des congés, en fait on prend tous des congés pour venir, hein. C'est une activité professionnelle bénévole qu'on fait, et que du coup, certes on passe un super moment, mais voilà, c'est aussi parce qu'on le veut bien, et qu'on trouve pas de pièces de monnaie en or, parce que bah évidemment la pop culture et le mythe du pirate et du trésor de la Muse a fait son effet jusque cette île. Bah les gens ne comprennent pas. Il faut faire de la pédagogie. Mais on accueille, et du coup c'est en faisant cette pédagogie-là que j'explique aux gens, mais même aux enfants. Il y a un collège, un lycée juste à côté, une dizaine d'enfants qui passaient, c'était génial, on pouvait leur expliquer, et puis je leur montre, parce que je montre dans ma main, je leur montre les fragments de porcelaine, les fragments de statuettes qu'on trouve. Je leur dis ça, c'est votre pays, c'est à vous en fait. Donc nous, on est juste là pour rendre service et pour que vous compreniez votre histoire. D'ailleurs, depuis 2 ans, il y a un festival pirate qui est en place sur l'île, qui fait venir aussi beaucoup de monde, notamment des gens de la Grande Terre, de Madagascar, des touristes. Et on a installé, l'Office du tourisme a installé grâce aussi à nous, parce qu'on a relu tous les panneaux, je crois une 50aine de panneaux sur l'ensemble de l'île, et qui expliquent l'histoire de ces pirates-là. Donc on est là aussi pour développer et valoriser le tourisme avec ces pirates, heureusement. Et quand il y a des recherches à ciel ouvert avec des gens qui peuvent venir voir ce qu'on fait, c'est super, quoi. Enfin, c'est comme en France, hein, quand on est en urbain, on est en centre-ville et que les gens viennent voir. Là, c'est exactement la même chose. Donc, par contre, il y a des emmerdes. Et ça, c'est tout le temps pareil. On va arriver un matin et il y a une équipe il faut expliquer. Hein, moi, j'ai une équipe qui travaille sur le sondage terrestre à 30 mètres de la rive du Bordeaux, et à 40 mètres du Bordeaux dans la mer, il y a mon équipe d'archéologues sous-marins qui travaille. Donc, à 70 mètres de distance, j'ai 2 équipes qui bossent. On est juste à côté du musée actuel, voilà, qui est dans un état malheureusement pas bon, voilà, mais qui accueille quand même les collections, donc qui nous sert un peu de base scientifique, en tout cas quand on est sur le terrain. Et donc le matin, on arrive, il est 8h30, on débarque. Nous, on est dans un hôtel plus au sud, et on débarque et on se rend compte que amarré à la zone de fouille, il y a 3 bateaux qui sont là. Voilà. Et oui, c'est le port actuel, c'est l'ancien port des pirates, et c'est le port actuel, donc il y a toujours du commerce. Et c'est des gros bateaux qui viennent là, qui déchargent des bagnoles, qui déchargent des marchandises, qui vont ravitailler en essence des camions. En plus de ça, on arrive et on se rend compte qu'il y a un énorme tas de gravats qui sert à refaire les routes, avec des pelles mécaniques qui sont là, qui tournent des camions. Et moi, je dois installer notre sondage au milieu de tout ça. Je dis, oh là là, on va jamais y arriver. Bon, on a eu quand même pas mal de chance, malgré cette coactivité, on appelle ça comme ça en archéologie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des ouvriers, des camions qui passent, etc. On a réussi quand même à faire un travail admirable, et je remercie toute mon équipe. Alexandre Coulot, qui travaille à l'INRAP, qui est associé vraiment depuis le début la création de nos recherches en 2019, et qui est vraiment très important dans l'équipe. Yann Van Arnim, qui est chercheur à Maurice, donc spécialiste d'archéologie sous-marine et de la porcelaine. Anoyo Berry, qui est spécialiste d'archéologie navale, architecture navale de l'artillerie, qui est aussi donc sur la partie plongée. Ludovic Iba, qui est archéologue en Suisse aussi, qui est sur la partie terrestre. Donc voilà, Franck Côté, Romain Garnier, Sandra Mallard, on est plusieurs, on était une quinzaine. Il y avait même une équipe de scientifiques de la Réunion, et c'est là où toi t'es content, parce que tu te dis t'es aidé par des gens, et en fait s'il n'y a pas d'entraide, il se passe rien, parce que on en parlera après, mais il y a tout le côté financier aussi qui est là, et si t'es tout seul à monter ta mission, ça marche pas. Et de plus en plus, il y a des gens qui sont bienveillants et qui nous aident et qui collaborent avec nous.
Je pense notamment à Noémie Tomazzini, qui est associée au Muséum d'histoire naturelle, qui nous a fait une étude d'après-photo, parce qu'elle ne pouvait pas venir sur place, des restes osseux archéozoologiques de la faune. Je pense à Stéphanie Wicham d'INRAP, qui nous a fait l'étude des bois, pareil avec des échantillons. Et puis je pense à tous les gens qui nous aident aussi, François-Xavier Veilleur, Henri Bellon, qui sont là aussi logistiquement avec leur hôtel. On a un hôtel où on vit et qui sert de base scientifique. Donc ils nous laissent une salle en fait où on peut travailler. Enfin voilà. Et j'oublie d'autres personnes, évidemment l'université de Tananarive, les Malgaches qui nous aident aussi vraiment, parce que sans eux on pourrait rien faire. Si on n'avait pas les autorisations et la bienveillance des chercheurs malgaches et archéologues malgaches, il ne se passerait rien en fait. Je remercie évidemment Chantal Radignani et puis les universitaires qui nous ont appuyés. Ce que je veux juste dire, c'est que voilà, c'est un travail qui est long, qui se met en place, et que même sur place, quand tu es sur place, il y a toujours des ratés. Et là, bah, tu dois faire appel à la sécurité du port. Donc heureusement qu'ils sont là aussi, eux, parce que c'est eux qui ont fait un moment, on arrive, il y a 4 bateaux amarrés collés les uns aux autres. Et la zone de fouille, elle est pile à la poupe d'un des bateaux, sous la poupe, à 7 mètres de profondeur. Tu peux plonger, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même dangereux, parce que tu as quand même un bateau au-dessus de toi. On a fait déplacer, sur 1h30, on a perdu du temps, mais c'était nécessaire, les 3 ou 4 bateaux, on les a fait déplacer grâce à la sécurité du port, qui nous avait promis que tout allait bien se passer. Et donc voilà, ils ont joué le jeu, et on a embêté le monde. Mais bon, voilà. Alors, nous, on est là que 15 jours et ils nous disent on peut pas prévoir les bateaux qui arrivent, c'est impossible. Donc, on fait comme on peut. Le terrestre. Le sous-marin, quand il pleut, c'est pas grave. Mais alors, le terrestre, un jour, un midi, il a plu pendant 15 minutes, des trombes d'eau. Le sondage qu'on venait de fouiller, on avait vu quelques photos, mais on avait sorti quelques structures complètement inondées, une piscine. On a écopé, je crois, pendant 1 heure à 5 avec des seaux pour après tout renettoyer. Parce que vous savez, l'archéologie, pour lire le sol, le sable notamment, il faut tout nettoyer, tout décaper. Et puis voilà, pour prendre des photos. Donc ça n'a pas été toujours des très bonnes conditions, des conditions faciles. Je vous parle pas j'en ai déjà dit un mot, mais la visibilité sous l'eau. Mais on a tous fait quand même un travail formidable et parce que nous, on est dans la transparence totale, vous aurez la possibilité à la fin du mois, au début novembre, d'avoir le rapport complet en ligne que vous pourrez télécharger et lire si vous en avez envie. Voilà, c'est parfois un peu indigeste, mais voilà, le travail scientifique est là. Et puis aussi, nous, c'est une caution pour la suite en fait. Ça fonctionne comme ça. On ne fait pas une nouvelle fouille si on n'a pas rendu de rapport. Et alors toi, dans ton rôle spécifique à toi là-dedans, on a compris qu'il y a plusieurs corps de métier, plusieurs spécialités. C'est de coordonner tout ça, mais aussi de savoir où est-ce qu'on va fouiller précisément. Déjà, c'est de faire 20 000 pas sur 30 mètres toute la journée. Non, en vrai, ouais. Donc moi, je suis à l'initiative de ce projet-là, du programme. Tout le monde est hyper content de venir, mais bon, ça s'organise. Et à la base, moi, je suis donc archéologue terrestre et surtout spécialiste des objets. Donc, les objets, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc l'analyse des objets, notamment là la post-fouille, moi, je me suis éclaté parce que c'est ce qui m'intéresse vraiment. Trouver l'origine du fragment de céramique qui fait 3 cm, c'est ça qui m'intéresse. Il n'empêche que avant d'avoir tout ça, il faut fouiller. Donc je m'appuie sur des profils des spécialistes. Voilà, comme je disais. Donc, on avait Yann Van Arnim et Hanno Joberi pour la partie sous-marine qui dirigeaient l'équipe, qui était composée notamment de Stefania Manfio, qui est italienne, qui est spécialiste de la photogrammétrie, donc ce que je vous expliquais, faire toutes les photos sous-marines de la zone, de Matthew Conway, qui est irlandais, qui est aussi archéologue sous-marin, de Franck Poté, Romain Garnier, qui sont des archéologues amateurs. Donc, eux, ils avaient leur pôle de recherche, donc il faut organiser la fouille. Il y a des questions de sécurité, je vous les ai évoquées, avec une barge notamment qui est là il y a toujours 2 plongeurs sous l'eau, 2 binômes de plongeurs sous l'eau et un binôme qui est sur terre, plus 2 personnes qui font la sécurité, avec une barge notamment, talkie-walkie, etc., sécurité du port. La plongée, c'est dangereux. C'est pas terrestre. Franchement, en archéologie terrestre, on prend pas beaucoup de risques, sauf quand on a des pelles mécaniques autour de nous. Mais voilà, nous, c'était pas le cas, donc on ne prend pas beaucoup de risques. La plongée, c'est dangereux. Il peut y avoir toujours quelque chose.
Donc, il y a la sécurité qui est vraiment mise en place. On a une bouteille d'oxygène qui est toujours là. On a des notions de sécurité qui sont bien présentes, etc. Moi, je coordonne ça aussi. Alors que le matin, c'est moi qui vais voir la sécurité du port en disant « Pardon, il y a 3 bateaux là où on fouille. Il faudrait qu'on s'active. » Oui, parce que le danger, c'est pas que le bateau coule, voilà, c'est qu'il y a un mouvement d'eau et que Le moment où tu dos, remontes, le tu te mouvement fais d'eau, il y écraser. a le stopper les moteurs. J'ai des gars qui sont au fond. Au milieu de la journée, t'as pas eu de bateau cette journée-là, t'es tranquille. Et puis à 15h, il y a un bateau qui débarque. Qu'est-ce que tu fais? Tu fous ta barge avec tes gens de la sécurité en travers, qui les contactent par talkie-walkie, qui appellent la sécurité du port, qui leur demande de stopper toute machine. Ils vont patienter jusqu'à ce que mes gars au fond de l'eau, ils aient fini leur plongée, parce qu'on va pas aller les déranger. Ils vont remonter. De toute façon, on remonte jamais à la verticale. On remonte en suivant la berge. Donc, ils remontent toujours près du bord. Il n'y a aucun risque là-dessus. Ça fait partie des notions de base de sécurité. Mais après, il faut que le bateau il fasse sa manœuvre. Il est là aussi pour vivre. Hein. Il a des marchandises à livrer, etc. Donc, on va patienter. Donc, ça, mon rôle, ça fait partie de tout ça. Ça fait partie aussi de coordonner qui fait quoi. Mais là aussi, je m'appuie sur ceux qui dirigent la partie sous-marine. Donc, Yann et Anne, ils vont dire, toi, aujourd'hui, tu vas travailler sur tel secteur. Tu vas travailler avec l'aspirateur sous-marin. Toi, tu vas partir en prospection pour aller voir le monticule de pierre plus à l'est, etc. Donc, chaque tâche, chaque journée, chaque palanquet, c'est-à-dire qui dure 1h30, 2 heures par binôme de plongée, va être organisé. On fait rien au hasard. Donc, tout ça, ça se prépare bien en amont. Ça se prépare en amont quand on est dans nos pays respectifs. Mais ça se prépare aussi la veille et chaque soir. Chaque soir, après chaque journée de travail, on avait au moins 2 heures de débriefing. Il y en a qui, c'était souvent accompagné de petits rafraîchissements, hein, mais avant de manger et après que tout le monde soit douché, on avait vraiment cette réunion de travail. Chacun racontait ce qu'il avait fait, etc. Parce que la journée, en fait, ça passe tellement vite. Déjà, il fait nuit à 5h, 5h30, donc ça passe super vite. Et puis, on n'a pas le temps de tous se débriefer, etc. Et puis, nous, côté terrestre aussi, c'est une fouille. Donc, il y a des objectifs, il y a des paliers à atteindre, il y a des carnets à remplir, comme pour le sous-marin, avec le renseignement de toutes les unités stratigraphiques. Moi, je m'occupais aussi beaucoup de ça, en appui avec Alexandre Coulot et Ludovic Iba qui dirigeaient la fouille. Alors, c'est une petite fouille, hein, ça fait rigoler hein, pour les collègues, 18 mètres carrés, sur 30 centimètres. Franchement, c'est peanuts pour n'importe quel archéologue préventif de l'INRAP ou d'autres. Voilà. Sauf qu'il y avait beaucoup de structures et beaucoup d'objets. Donc, il fallait quand même le gérer. Et nous, on a, comme tout le monde hein, en archéologie en France, on a un temps en fait, de travail. Et donc, ça aussi, le timing. Hein. Bon, les gars, c'est sympa, mais ça fait 10 minutes que vous barbotez dans l'eau, que vous êtes sortis de votre plongée. Bon, il y a l'autre palanquille qui attend que vous sortiez, puis il faut montrer les objets que vous avez sortis, il faut les pointer, les photographier. Donc parfois, je me faisais un peu, ça râlait parce que j'activais un peu le mouvement parce que ça fait le patron, quoi, voilà. Ah, pas toujours le bon rôle, mais ça fait partie du jeu. Hein. Donc c'est ça, chef de mission. Heureusement, je suis pas tout seul. Ça fait toujours les uns sur les autres. Et puis quand il y a un peu de stress, que ça monte et que ça gueule, ça redescend rapidement derrière. Alors, tu le disais tout à l'heure, il n'y a aucun objet que vous avez ramené. Tout est resté à Madagascar. Donc, comment ça se passe quand il y a un objet qui est sorti est-ce qu'ils sont traités? Tout à l'heure, tu parlais de cette croûte de sel qui parfois est encore là chez les Ricains, chez les Américains, pardon. Arrêtons d'utiliser ce vocabulaire. 15 ans après, c'est des objets qui sortaient de 2010, tu vois. De 2010 à 2024, ils étaient encore pas nettoyés, quoi. Bon, voilà. Mais il y a tout un processus. Comment ils sont traités? Comment ils sont conservés? Dans quel contexte? Tu vois, est-ce qu'ils sont mis dans le musée dont tu nous parlais? Enfin, tout ça, quoi. Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a les objets qui sortent de l'eau salée, donc du sous-marin, de l'épave. Et il y a les objets qu'on a sortis du sondage terrestre. Donc, ils vont pas y avoir les mêmes traitements du tout. Les objets qui sortent du terrestre, chaque soir, on les ramenait à l'hôtel. On les nettoyait dans les bassines d'eau. On les brosse à la brosse à dents, notamment tout ce qui est céramique, porcelaine, etc. On les fait sécher sur des petites planches. Une fois que c'est sec, plusieurs jours après, on les met dans les sachets propres avec des étiquettes qui indiquent la structure à laquelle elle appartient, ou la couche à laquelle elle appartient.
Une fois que ça c'est fait, on attend le dernier jour, une horrible journée, où on a tout inventorié, tous les objets de la fouille. Parce qu'on ne ramène rien. Mais c'est partout c'est pareil dans toutes les missions à l'étranger, hein. Généralement, les objets sortent pas du territoire. Mais nous, on a besoin d'avoir tous les renseignements. Donc, on mesure tout, on pèse tout, on photographie tout, on dessine ce qu'on peut. Et tout ça, c'est mis dans les tableaux Excel, sur nos disques durs, et on repart avec tout ça, et après, on travaillera à distance. Pour les objets sous-marins, c'est plus compliqué. Ils remontent. À partir du moment où ils remontent et ils sont à l'air libre, ils vont se détériorer parce qu'ils sont totalement incrustés de sel. Le sel marin est à l'intérieur de chaque objet. On le voit pas, mais il est là. Et si vous ne les trempez pas dans des bains de désalinisation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, l'objet va exploser avec ce sel qui va complètement le recouvrir. Donc, ça nécessite un traitement. Ça n'empêche pas qu'on le sorte parfois de l'eau pour l'étudier, le mesurer, le photographier et on le replonge dans l'eau. Donc, on a des grandes bassines avec cette eau, d'abord de l'eau salée pendant 15 jours, 3 semaines, parfois un mois. Et puis après, on a un processus selon des normes qui permettent d'enlever plus ou moins la proportion d'eau salée pour la remplacer par de l'eau douce. Et ça, c'est sur plusieurs mois. Et donc, en ce moment, actuellement, depuis mai, les objets, tous les 15 jours, l'eau est changée au musée par quelqu'un qui s'en occupe. Et là, en octobre, enfin fin octobre, à la fin du mois, Yann Van Arnim retourne à l'île aux Madames, au musée pour sortir de l'eau complètement tous ces objets pour les faire sécher pendant les 15 jours où il est là. Il va de manière touristique, mais il va s'occuper pendant 1 ou 2 jours de ces objets-là. Et ensuite, ils seront mis en sac quand ils seront bien secs. Pour ensuite, tout ça, que ce soit les objets sous-marins ou les objets terrestres, conservés exclusivement, non pas à l'hôtel, comme on pourrait le croire, au musée, dans une salle bien précise, là où les objets sortis par les Américains entre 2000 et 2015 sont également conservés, en tout cas pour ceux qui n'ont pas été emmenés. Voilà. Donc c'est très simple. Et alors pour les sites en eux-mêmes, que ce soit l'épave ou du coup ce repère qui a été fouillé, il se passe quoi? Ils sont laissés comme ça en l'attente d'une nouvelle fouille? Ils sont remblayés? Qu'est-ce qui se passe? Alors justement, excellente question mon cher Benjamin. Pour le côté terrestre, là on a tout recouvert. C'est-à-dire qu'on a creusé à 30 cm, 40 cm, on a tout purgé et on a tout remblayé avec les gravats, sable, etc. Donc il ne reste plus rien de notre passage. Donc le site terrestre, les 18 mètres carrés, c'est plat, il n'y a plus. Nous, on a tout, un GPS. Hein. Parce qu'en fait, l'idée l'année prochaine, c'est de poursuivre cette fouille sur un carré qui est à proximité. Oui, vous n'allez pas fouiller au même endroit, quoi. Non, voilà. Mais en tout cas, cet endroit-là, ça a été fait. Mais on va continuer la zone, puisque l'objectif, c'est de continuer à fouiller l'espèce de campement pirate, quoi. Enfin, voilà, je dis vulgairement, mais et caricaturalement parlant. Mais l'objectif, c'est de retrouver d'autres cabanes, d'autres cases et d'autres éléments. Pour le sous-marin, c'est différent. Une fois que tu as ta structure de la coque en bois qui est apparente, qui est visible, dans tes 3 ou 4 carrés, et donc tu as creusé avec l'aspirateur sous-marin, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre à la fin de la fouille, on met un géotextile, une sorte de bâche, voilà, sur tous les éléments en bois, bien recouverts, calés par des petites pierres pour pas que ça bouge. Et ensuite, on met les pierres de ballast, enfin on fait un mélange. On remet les pierres de ballast par-dessus, enfin, on remet une autre couche de bâche, etc. Enfin voilà, on met plusieurs couches et après on remet les pierres de ballast et après on inverse l'aspirateur sous-marin pour non pas que ça aspire, mais pour que ça recrache en aspirant la zone de déblai, la zone de rejet. Et on réenvase l'ensemble. D'accord, pour être sûr que ça pourrisse pas trop. Mais le problème, c'est que c'est ça. Si tu laisses apparent la coque, la structure en bois pendant 1 an, le temps qu'on vienne, l'année prochaine, ça sera bouffé. Et c'est pas l'objectif. Donc, mais ça se fait pareil partout, hein, que ce soit le protocole de désalinisation des objets ou le protocole de réenvasement, c'est du classique. C'est les protocoles d'archéologie sous-marine. Et donc, l'année prochaine, on va fouiller d'autres carrés autour. Et puis, peut-être que si on veut faire un plan final, etc., on ressortira cette partie-là. Mais voilà. Et on va continuer les carrés qu'on n'a pas complètement fouillés, parce qu'il y en a qu'on n'a pas complètement
On en a fouillé en fait 3 complets, 2 complets, un à la moitié et encore un bout d'un autre. Cela, il va falloir finir la fin. Voilà. Mais ce qu'on espère, c'est mettre plusieurs équipes sous-marines, pas à côté l'une de l'autre, parce que sinon, plus tu fouilles avec la base et moins tu vois, mais il faut être distant de plusieurs mètres, donc ils vont fouiller à un autre endroit. Et on aura 2 suceuses, 2 aspirateurs sous-marins pour justement aller plus vite. Et alors, cette fouille, du coup, elle a produit des données brutes. Quel type d'études sur la piraterie ça a pu engendrer ou ça va engendrer? Bah là, on est à la fin, hein, puisque on est en train de boucler le rapport de fouille archéologique. Il y a plein d'interrogations, hein, bien sûr. On n'a pas répondu à toutes nos interrogations, à toutes nos questions, notamment sur l'identité du bateau. Pour le côté sous-marin, commençons par là. Déjà, on a les photographies et les dessins bruts de tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire que sous l'eau, par exemple, on a fait des photos. Il faut assembler toutes les photos pour faire la photogrammétrie, le grand plan, caler au point GPS, etc. Et puis après, on va caler par-dessus notre dessin. Le dessin fait au papier millimétré, étanche, hein, évidemment, parce qu'en fait, on dessine sous l'eau. Et ce dessin-là, un cauchemar pour moi qui déjà n'arrive pas à dessiner un bonhomme bâton. J'imagine même pas. Alors là, on peut remercier Matthew Conway, notre bon Irlandais, et puis Anoyo Berry d'avoir fait les relevés de ces dessins-là sous l'eau, parfois quand tu vois rien. Alors l'avantage par rapport au speaker, je sais pas si tu te souviens des images, le speaker, on était ballotté. Hein. Là, on est dans le port, il n'y a pas de courant. On est plutôt, voilà, ça reste pas simple. Enfin, je veux dire, dessiner sous l'eau, c'est une idée, quoi. Surtout qu'en plus, le temps est compté, vu que c'est le temps de ta bouteille qui te reste. Donc, t'as 1h30, 2 heures si t'es bon plongeur pour dessiner ton dessin. Et puis après, t'as plongé le matin une fois, tu plongeras l'après-midi et puis c'est tout, quoi. Donc, ton dessin, faut quand même le faire. Donc, généralement, tu peux passer 2-3 jours. Vu le nombre de morceaux et d'éléments qu'il y a, faut tout mesurer, hein. Enfin, le dessin, c'est pas ce que j'explique pour ceux qui savent pas. C'est le Pictionary de l'extrême, quoi. Ouais, non, mais et puis c'est pas le dessin. Tiens, j'ai des bouts de bois, je les dessine comme ça. Non, il faut tout mesurer. C'est sur papier millimétré. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'assiste et qui prenne toutes les mesures. Et quand tu le fais en terrestre, tu peux te parler. Mais quand tu es sous l'eau, tu te parles pas. Tu vas écrire sur un bout de papier. Tiens, la membrure numéro 33, elle fait 40 cm de large. J'ai une bêtise. Et donc, toi, tu vas aller compter tes petits carrés, tu sais, sur ton papier millimétré pour mettre la bonne distance. Parce que ton dessin, il est au 20e. Ça prend un temps fou. Enfin, c'est une horreur absolue. Voilà. Et donc, après, une fois que ce dessin il est fait, par ordinateur, on le DAOise. C'est-à-dire qu'on le dessine avec Illustrator et on le repimpe, hein, on met des couleurs, etc. Et puis après, moi, j'ai redessiné, notamment grâce à la photogrammétrie, toutes les pierres de ballast. Parce que c'est important d'avoir les états. L'état de l'Est, c'est un tas. Donc, on va dire c'est rond. Hein. Ça fait un diamètre, je sais plus, de 6 ou 7 mètres. Mais c'est important d'avoir l'emprise. Parce que il y a une partie du bateau où il y a les cailloux, et puis il y a une partie du bateau où il n'y a pas de cailloux. Et tu te demandes pourquoi. Parce qu'on avait dit que tous les cailloux étaient sur l'ensemble du fond de cale. Mais si le bateau, il a coulé comme ça, en mode Titanic, tous les cailloux se sont mis à l'avant. Ils ont roulé. On voit l'idée, hein. Et donc, après, il a coulé et puis il y a un tas. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des hypothèses de travail. Il y a toutes les porcelaines. On les a photographiées, mais il faut toutes les étudier. Donc, on les a inventoriées, on les a mesurées, on les a décrits vite fait sur place, là. Mais après, il y a un travail énorme. On nous demande si tu utilises QGIS. Je ne sais pas ce que c'est. Oui, QGIS. Donc là, ça, c'est un logiciel de SIG pour géoréférencer les points sur ta carto de photogrammétrie. En gros, pour faire simple, c'est un logiciel qui t'aide à intégrer tes données GPS et tes données GPS, elles vont être cartographiées. Voilà. Et donc, ça fait, voilà. Donc oui, on a ce qu'on appelle un SIG qui permet justement de tout géoréférencer. Et donc, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Ça, faut savoir déléguer. Mais, voilà. Mais donc les objets, on sort un objet, il faut l'étudier. Il ne peut pas rester à barre. Donc on a un tableau Excel avec tout, mais derrière il faut parfois les dessiner. Il faut tous les avoir photographiés et tous les décrire. Et puis la porcelaine chinoise, pardon, on a 30 décors différents. Les décors, c'est des décors qui vont te permettre de connaître la période. Il y a des profils. C'est un vase.
une petite coupe à thé, une petite soucoupe. C'est un vaisselier, il faut savoir à quoi ça sert, etc., etc. On a trouvé une poulie. À quoi elle servait la poulie? On a trouvé une balle de pistolet. Comment elle a été fabriquée? Et donc à tout ça, on va lire ça, c'est du classique pour l'archéologue, mais on va lire des références bibliographiques, des bouquins, des articles scientifiques sur tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, on a un biais de la recherche sur les bateaux en tech. Les bateaux européens fabriqués en Asie en tech, en archéologie, on n'en connaît pas. Non, je crois qu'on n'en connaît pas. En tout cas, en Asie. Non. Complet, on n'en connaît pas, d'ailleurs. Voilà. Je me rappelle de ce que m'avait dit Anne il y a quelques jours. On n'en connaît pas. Donc, on est sur quelque chose de très rare. Donc, scientifiquement parlant, on a tout à étudier, en fait. Et c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il est anglais, est-ce qu'il est hollandais, fabriqué où? À Jakarta, ancienne Batavia, côte est de l'Inde, côte ouest de l'Inde, en Asie, en Chine, où? Voilà. Et ça, on va le savoir grâce aux analyses de bois qui vont être plus poussées. Alors, on a fait des premières analyses de bois qui ont dit que c'était du teck, mais du teck, il y a trois espèces de teck et qui viennent d'endroits différents. Donc là, il faut presque faire des analyses ADN pour connaître vraiment l'origine de l'espèce, qui va nous indiquer, bien sûr, quel type de teck c'est et potentiellement le secteur géographique où l'arbre a été coupé, etc., etc. Sauf que le hic, c'est que nos petits Hollandais là de l'époque, ils adorent importer du bois de teck en Hollande. Donc on n'est pas à l'abri aussi, c'est une des hypothèses, que le bateau a été fabriqué aux Pays-Bas avec du bois étranger. Ce qui donnerait raison un peu aux Américains? On ne sait pas. En fait, le problème, oui, tu as raison, mais le problème, c'est que le Fiery Dragon, c'est censé être une frégate et nous, on est sur un très gros bateau de 40 mètres, 30 à 40 mètres de long. Et au niveau du tonnage et tout ça, ça fonctionnerait pas. Le problème, c'est que nos petits pirates, c'est des malins. Ils prennent un bateau, ils changent 3 fois le nom, ils coulent à un endroit, on peut vite perdre sa trace au niveau des archives. Donc, en fait, c'est quand même assez difficile d'identifier un bateau, quoi, en fait. Voilà, à part si tu es comme dans Benjamin Gates et tu retrouves la cloche avec le nom, la cloche en bronze et tu as le nom gravé dessus, c'est pas simple, quoi. Et le certificat du notaire à côté. C'est loin d'être facile. C'est pour ça qu'on met des années à identifier un bateau. Mais on a des indices. Et par exemple, en mesurant la taille des membrures, la taille de la carlingue ou la taille du mât, on sait que ça va être un gros bateau et pas un petit bateau. Voilà. Il y a plein d'indices comme ça. Et pour finir, pour le terrestre, parce qu'on peut aussi donner à manger au terrestre, je parlais tout à l'heure des objets qu'on avait trouvés, et on a trouvé notamment beaucoup de porcelaines qui sont exactement les mêmes que celles qui sont sur l'épave. C'est les mêmes. Donc ça, c'est génial, parce que ça veut dire que ce bateau-là, il a été pris par les pirates. Ils l'ont coulé vers 1720, vers 1721, en prenant soin, bien sûr, de décharger la cargaison de porcelaine. Et d'autres choses. Et il y en avait tellement qu'il y a des résidus dans le fond du bateau, on a bien compris, mais qu'après, elles ont été mises à quai, tu vois, dans des caisses avec plein de porcelaine et tout ça. Et en 1722, on a une frégate anglaise qui débarque, les archives nous le disent, et qui fait fuir les pirates, momentanément. Et cet Anglais, il a écrit un journal de bord. Et dans le journal de bord, il est expliqué qu'il y avait tellement de porcelaine sur le quai, des amoncellements, qu'il a autorisé ses propres marins à se servir pour les emmener dans le bateau. Et en fait, nous, ce qu'on retrouve dans les trous de poteaux, en prospection, en marchant, etc., c'est cette porcelaine-là, en fait, que les Anglais ont vue en 1722. Et on le sait parce qu'elle est très caractéristique d'une période, la fin de la période Kangxi. Kangxi, c'est l'empereur chinois qui a vécu qui a régné entre 1662 et 1722. Et nous, elle est caractéristique des années 1710, 1720, en fait, cette porcelaine. Au début de la période Kangxi, la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est pas le même type. C'est pas les mêmes formes, les mêmes gabarits. Donc, grâce à la porcelaine, en fait, nous, la porcelaine, c'est le dénominateur commun pour la datation du site, des deux sites, l'épave et les restes de caserne. Donc, c'est vachement intéressant. Et petite anecdote, à la fin, on a donc, par photo, fait étudier les restes osseux d'animaux. On avait environ 350 ossements d'animaux qui ont été retrouvés dans le sondage terrestre. Et notre archéozoologue, qui n'est pas hyper contente parce qu'en fait, en vrai, tu t'es fait
pas des ossements à travers des photos. Mais là, voilà, on n'avait pas le choix, donc on essaiera de la faire venir l'année prochaine pour qu'elle puisse faire son travail correctement. Elle a identifié une soixantaine de restes osseux venant de bovidés, de bœuf, en fait. En gros, des zébus. Et donc, on sait que les pirates, à cette période-là, ils mangeaient des zébus. Et ils les élevaient aussi. Et on sait qu'à l'époque de Baldridge, enfin, nous, on est en 1720, mais on sait qu'à l'époque de Baldridge, entre 1690 et 1697, il fait du trafic de zébus. Les Malgaches lui vendent des zébus et lui, il élève des zébus et il les revend aussi à d'autres équipages. Et mon copain, donc mon collègue historien Alexandre Audard me dit, mais en fait, on a la preuve, à travers les archives et à travers l'archéozoologie, donc l'archéologie, que ces pirates étaient aussi éleveurs-agriculteurs. Qu'ils étaient là pour... il faut imaginer en fait des cases, et c'est là où, tu vois, on parle d'imaginaire collectif, de vision du pirate, de la tête que pouvaient avoir ces pirates. En fait, il faut imaginer des gars qui sont dans des cases, pas très grandes, comme les cases traditionnelles d'aujourd'hui, construites de la même manière, avec probablement des cases plus grandes qui servent d'entrepôt, oui, bien sûr, mais qu'on a aussi des clôtures, et ça, on l'a vu, nous, avec les trous de poteaux, des clôtures avec des éléments qui servent pour parquer les animaux qui sont là. Avec la basse-cour, on a même retrouvé, pour l'instant, un fragment de poulet. Ça paraît logique, hein. Et quelques fragments de chèvre ou de mouton. Donc, faut imaginer, en fait, le pirate, Baldridge, avec peut-être ses femmes malgaches, le lien avec la population locale, ces pirates qui vont et qui viennent, les échanges qui sont là, une vie, en fait. Et des gallinacés, des chèvres, et des moutons, et des bovidés, des zébus qui sont là. Et c'est ça, en fait, qu'on arrive à retracer grâce à des petits éléments. Et du coup, c'est hyper intéressant. Parce que déjà, ça casse complètement le côté « Ouais, je viens dans mon repère de pirate et je viens picoler et jouir de tous les plaisirs de la chair parce que, évidemment, moi, j'ai fait de la route et tu vois, un peu, voilà, comme dans tous les repères de Forban qu'on imagine, l'île de la Tortue, Port-Royal, etc. Et en fait, on se retrouve face à des éleveurs, quoi, enfin, à des paysans pirates, quoi. Il y avait les chevaliers paysans hein, à l'époque. Voilà, maintenant les paysans pirates. Ouais. On a nos pirates paysans. Mais c'est ça, en fait, la réalité. Et ça n'empêche pas de faire venir des canons pour défendre la zone ou de charrier des caisses d'or ou d'argent ou de porcelaine, même d'épices et d'étoffes. Et voilà. Et c'est ça qu'on arrive à dire avec des petits éléments. Et sans ces spécialistes-là qui travaillent avec toi et sur le même but, t'arrives pas à dire ça. Et elle me disait, je suis emmerdé parce que je peux pas aller au bout de mes recherches parce que j'ai pas les objets en main, j'ai pas les ossements en main. Je pourrais en dire beaucoup plus si je les avais, etc. Et là, tu dis, ouais, mais en fait, t'en dis déjà énormément parce que pour les gens qui connaissent rien, mais même nous, parce que nous, on n'est pas spécialistes de ça. Donc, tu t'appuies sur des compétences et c'est là où c'est un travail d'équipe. Et tu dis, c'est top, quoi. Enfin, t'amènes une vision qu'on n'a pas et qu'on espère, voilà, après, vulgariser avec des dessins, tu sais, c'est comme dans les bandes dessinées ou des illustrations pour montrer un peu la tête que pouvait avoir un comptoir pirate de cette période-là avec une vie qui suit son cours pendant 40 ans. Et alors 2025 prochaine mission, c'est quoi les objectifs de cette mission? Est-ce qu'il va y avoir des évolutions, que ce soit dans l'organisation, dans la composition de la mission, l'objectif numéro 1 déjà, c'est de trouver de l'argent. Et oui, parce que sans argent, il se passe rien. Donc déjà début novembre, donc dans 15 jours, on lance un nouveau crowdfunding sur KissKissBankBank pour essayer de récolter un maximum de fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne, donc nous on se paye pas, hein, voilà, chacun prend des congés, mais que chaque personne sur place, entre les billets d'avion, la nourriture, l'hôtel, sur 3 semaines, parce qu'on espère faire 3 semaines déjà, c'est au moins 3 500 € par personne. Donc voilà, donc ça coûte cher. Voilà. On a fait une demande de subvention au ministère des Affaires étrangères et à la commission des fouilles archéologiques où on espère avoir un peu d'argent. Et sinon, on espère avoir une boîte de production qui va nous suivre pour faire la suite du documentaire, ce qui nous aide aussi à financer. Enfin, faut le dire concrètement, on n'est pas trop aidé par l'État français, sauf peut-être par l'intermédiaire des ambassades ou des affaires étrangères. Et puis sinon, c'est vous qui nous écoutez, qui pourrez permettre. C'est ce qui s'est passé en 2024. On a récolté plus de 11 000 € en 2023 pour la mission 2024. Et on a été aidé par d'autres organismes ensuite.
notamment par le Mauritius Marine Conservation Society, qui est une entreprise publique, un organisme public mauricien. Yann Von Arnim qui a aussi donné un petit peu. On n'avait pas de documentaire l'année dernière, donc il n'y a pas eu d'argent lié à une boîte de production. Mais sans ces 11 000 euros, on n'aurait pas pu prendre en charge au moins 4 personnes pour venir sur place. Et puis, je remercie les autres aussi. Certains, on peut leur payer que le billet d'avion. Donc, ça veut dire que ils financent aussi eux-mêmes une partie de leur voyage. Donc, voilà, donc tout se fait comme ça. Et les crowdfunding, tu le sais très bien, c'est la magie. Le financement participatif, ça aide beaucoup, beaucoup. Alors, ça aide des projets éditoriaux formidables, mais ça peut aussi aider des missions archéologiques fantastiques, où l'objectif, ça sera de poursuivre les recherches sur l'épave. C'est fondamental, parce qu'en fait, pour l'instant, on connaît que très peu de choses sur ce bateau qui a coulé. Donc, on espère déjà avoir les 15 mètres. Je vous ai dit que c'était conservé sur au moins 15 mètres le bateau. On pense plus, mais au moins un par an. Donc, on espère rejoindre les membrures qui sont au sud de celles qu'on a déjà trouvées pour avoir un plan un peu plus établi sur la longueur et puis aussi sur la largeur. Donc là, il faudra descendre pour avoir les parties très bien conservées de cette épave. Donc, ça va être assez chouette. On espère trouver plein d'autres objets aussi qui vont nous renseigner sur l'identification du bateau. Pour vous dire un exemple, il y a eu plus de, entre ce qu'ont trouvé les Américains et ce qu'on a trouvé nous, il y a eu plus de 3500 objets sur cette épave, notamment parfois des gobelets complets en porcelaine et plus de 3000 fragments de porcelaine. Je fais simple. Et au milieu de toute cette vaisselle qui est dégueulée de porcelaine chinoise, on a trouvé moins de 10 fragments de vaisselle européenne. Et en fait, la porcelaine chinoise, c'est très intéressant, mais à un moment, on a compris ce que c'était. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le reste. Et il y a la cargaison, les résidus de cargaison, il y a aussi les résidus du mobilier de bord. Dans quoi manger les pirates. Ce qui pouvait aussi charrier comme, par exemple, vous transportez de l'huile, du vin ou autre, il y a des contenants, la vaisselle, comme des amphores romaines, mais nous, c'est des jarres, etc. Et donc, ces fragments de jarres, de vaisselle, d'assiettes, etc., nous renseignent énormément. Et par exemple, petit exclu, on a trouvé une bouteille-asse, donc une grosse bouteille de stockage d'huile espagnole. On a trouvé une assiette de Ligurie, d'Italie. On a retrouvé de la faïence hollandaise. Et voilà, c'est ça qui est formidable, avec quelques petits fragments. On a tous ces fragments de porcelaine, mais en plus, on va avoir des éléments. Donc, on espère plus trouver des choses, non plus uniquement sur les restes de cargaison, mais sur l'identité du bateau. Et puis, bien sûr, le terrestre. On va ouvrir un autre sondage, aussi grand, voire plus grand que le précédent. Pas très loin, parce qu'on a tapé une zone par chance qui n'avait pas été utilisée par les Français entre 1750 et le 19e siècle. Comme vous le savez, je l'ai dit, les Français étaient là à un moment donné. Et on n'a pas du tout été pollué par les occupations françaises postérieures. Donc, c'était une chance énorme. Donc, on espère trouver la suite des angles de cabane ou des objets qui ont été trouvés, voilà, pour aussi renseigner encore un peu mieux. On sait dans les archives, on nous parle d'un grand bâtiment qui a été construit au XVIIe siècle. Moi, ce qui m'intéresserait, vraiment l'objectif numéro 1 de tout ça, sans rentrer trop dans le détail, mais je l'ai déjà fait, c'est de retrouver la première période des pirates, celle de Baldridge, celle où il a vécu, où il a installé son comptoir, le premier comptoir. Parce que nous, on est sur la fin de la période, vous l'avez compris, 1720, c'est la période de la buse, c'est la période où Olivier Levasseur est venu partager son butin, est venu à quai avec la Vierge du Cap, pour le réparer, notamment pendant 10 mois. C'est extrêmement intéressant, mais j'aimerais qu'on ait aussi cette phase plus ancienne, peut-être retrouver d'autres navires aussi, d'autres épaves. Il y a l'île Sainte-Marie et cette zone-là, on a pour des années de recherche, on n'a pas fini. Oui, au vu de ce que tu nous dis, c'est clair. Et puis, vu qu'il y a des potentiels autres épaves, etc., t'as peut-être trouvé un filon jusqu'à... Voilà. qui va durer longtemps. Je vieillisse un petit peu. Voilà, c'est ça. On avait une question tout à l'heure, peut-être rapidement, avant d'arriver sur la fin de cette émission. Quelqu'un demandait comment envisager l'archéologie des temps contemporains, notamment avec des navires dont l'acier est très vite attaqué. Est-ce qu'on retrouvera ça dans 2-3 siècles ou pas ? C'est une excellente question. Alors là, l'avantage, c'est les retrouver et retrouver les résidus. On en retrouvera toujours parce que le Titanic, on dit dans 40 ans, dans 50 ans, il sera plus là. Il sera plus là en 3 dimensions comme on l'a aujourd'hui, en élévation. On l'aura toujours en fond. Enfin, il sera pas bouffé complètement. Donc tout ce qui est, il y a une archéologie contemporaine qui existe aujourd'hui.
menée par plein de collègues. Dernièrement, le DRASC, justement, a travaillé sur les épaves du débarquement, etc. Donc, que ce soit au niveau terrestre ou au niveau sous-marin, il y a beaucoup de choses qui se font. Et depuis, j'allais dire 20 ans, mais c'est peut-être un peu sévère, mais depuis au moins une trentaine d'années, il y a beaucoup de collègues qui s'y intéressent, et heureusement, parce que c'est une période de l'histoire qu'on a l'impression de bien connaître. Et finalement, là, on va plus être dans les grandes lignes de l'histoire, on va être dans ces forts qui vont être oubliés, ces camps, pardon, de prisonniers qui vont être oubliés, ces acheminements de matériel qui vont être oubliés, perdus, etc. Et on va essayer de retrouver. Enfin, moi, je trouve ça fantastique quand on retrouve un avion sous l'eau et qu'on le fouille en archéologie. Ça doit pas être si commun que ça. On en a retrouvé quelques-uns, j'ai quelques souvenirs, mais je trouve ça fabuleux, quoi. Et par contre, en effet, le temps est beaucoup plus compté sur ces éléments-là en acier, en métal, que sur le bois. Et puis eux, ils n'ont pas la chance d'avoir été recouverts, réenvasés complètement sur 300 ans. Donc il y a ça aussi. Est-ce que pour les personnes qui se seraient intéressées au sujet du jour, tu aurais des conseils de bouquins, de documentaires? Justement, tu en as essaimé un petit peu tout au long de cet entretien, mais est-ce que là, tu aurais des choses vraiment à conseiller à ceux qui nous écoutent? Sur l'histoire de la piraterie, il y a plusieurs auteurs français, parce qu'on va quand même parler un peu de nos collègues français qui ont travaillé sur le sujet. Bon, il y a Jean-Pierre Moreau, qui est le grand spécialiste des pirates depuis toujours, et notamment de la Flindus, des Antilles et des Caraïbes. Donc, je vous conseille ces ouvrages. Vous tapez Jean-Pierre Moreau sur Internet, vous allez tomber sur tous ces livres, c'est vraiment fabuleux. Philippe Rodège, mon grand copain, qui aussi historien à l'université de Bretagne Sud, qui travaille aussi depuis longtemps sur la flibus aux Antilles. Alexandre Audard, là je fais partie histoire, hein. Alexandre Audard, qui travaille avec nous, qui a publié son livre sur Libertalia, l'histoire d'un mythe, en 2020 sur Madagascar. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un puits de science, hein, il connaît tout. Je vous invite à lire notre article en ligne aussi, voilà, qu'on a publié en mars dernier sur toutes ces recherches-là. Au niveau archéo, oui, on refait un peu de pub. On a parlé de mon livre Pirate, voilà, aux éditions Alizio, qui est paru en octobre 2023, ça fait 1 an, qui a bien marché et qui est vraiment à la fois sur l'histoire et l'archéologie des pirates des Caraïbes et de l'océan Indien. Donc, je parle des premiers résultats de nos recherches collectives. Pour les plus aguerris, il y avait un livre qu'on a publié en 2019 qui s'appelle, que tu as lu aussi, je crois, entre les mains, aux éditions Mergoal. C'est nos toutes premières recherches en 2019. Vous allez retrouver les tout premiers articles sur le Queen Anne's Revenge, de Barbe Noire, etc., les recherches des épaves pirates. Donc, c'est archéologie de la piraterie, ça s'appelle, c'est tout simple. Et puis, pour les enfants, voilà, je fais placement de produits. Aux éditions Santsutsu, qui a un livre documentaire qui s'appelle donc Trésors et épaves pirates sur l'histoire de la Buse et Christopher Condon dans l'océan Indien. Il y en a rarement, hein, des livres documentaires aussi bien faits, et on a eu la chance d'y participer, notamment, je trouve ça bien, hein, je pense que tout le monde sera d'accord, à la manière de Nota Bene, Ben, avoir des livres documentaires pour les enfants qui associent des dessinateurs de talent, des auteurs de talent, mais aussi des scientifiques, donc former un trio. Je trouve ça vraiment fondamental aujourd'hui pour aiguiser la curiosité de vos enfants. Enfin, Ben et moi, on a des enfants, et on trouve que ça prend tout son sens quand il y a des auteurs et des dessinateurs qui font appel aux spécialistes pour vraiment alimenter par l'archéologie, par l'histoire, par plein de choses, par la science, ces livres documentaires qui vont toucher les enfants. Voilà, parce que on le sait, hein, il y a quand même pas mal de supports qui sont assez mauvais, et notamment sur les pirates, et je trouve que voilà, c'est bien d'avoir toute cette bibliographie de jeunesse qui commence aujourd'hui depuis quelques années à se développer et à aller dans le bon sens. Ouais, et en parlant de ça, tu citais les éditions Libertalia, où tu as un de tes camarades qui a publié. Il y a un autre bouquin sur la piraterie qui est sorti, destiné aux enfants, hein, justement, qui s'appelle Les pirates expliqués aux enfants petits et grands. Et c'est le camarade William Blanc qui s'est penché dessus avec le dessinateur Thierry Guittard. Donc voilà, je vous encourage aussi à aller jeter un petit coup d'œil dessus. Je pense que c'est vraiment des lectures qui sont peut-être complémentaires, qui ne s'adressent pas exactement à la même tranche d'âge que le bouquin que tu viens de nous présenter. Voilà. Écoute, en tout cas, mon cher Jean, merci encore pour ton temps et cet entretien qui était passionnant, qui a fait. Merci à toi, comme d'habitude. On prend toujours beaucoup de plaisir à échanger sur
sur ces sujets-là. Ouais, bah c'est clair. Et puis moi, j'ai hâte d'enclencher ce boulot là sur les pirates. Ça va vraiment être très très chouette ce livre collectif. Faut que je trouve un petit peu le temps et que je m'y mette là, mais ça va être cool. Il y a tellement de choses à dire. On va avoir une petite réunion sur le sujet. Bon, alors, dans quelques semaines, j'imagine. Ouais, voilà. C'est clair. Bon. Et je remercie au passage juste les équipes, voilà, parce que comme tu le sais très bien, t'es pas tout seul. Il y a un relais, voilà, il y a des préparations d'interviews, d'entretiens qui sont faits toujours en amont. Voilà, donc je tenais à remercier. Je vais oublier les prénoms, mais je crois qu'il y a Louis, Jean, etc. Voilà, qui sont présents en back office et qui aident, qui voilà, font tout le travail aussi complémentaire au tien. Voilà, et bravo évidemment à toi pour tout ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que ça reste un travail collectif aussi de notre côté. Je passe mon temps à le dire. C'est vrai que, alors pour ceux qui écoutent en podcast notamment, vous n'avez pas les génériques de fin, mais c'est important de le préciser. Nota bene, c'est toute une équipe, et c'est aussi grâce ces entretiens à Louis qui mène les pré-entretiens à chaque fois vraiment nickel au poil qu'on arrive à faire des émissions aussi structurées et pertinentes. Voilà. Merci à tous. Passez une bonne une bonne suite de journée, parce qu'il est que midi, donc mais une bonne fin FAIM, voilà. Passez une bonne fin et on vous embrasse, voilà. Salut et merci encore Jean. Ciao.